Évidemment, j'essaierai d'y répondre en fonction de mes capacités. Je vous remercie. Alors voilà le fameux livre qui aurait dû être en vente et qui n'est pas arrivé. Voilà. Donc on va passer à la partie débat. Donc on va prendre, comme je vous disais tout à l'heure, les tours de parole. Levez bien distinctement la main, qu'on n'oublie personne qui souhaite s'exprimer. On va essayer de respecter à peu près l'ordre. Voilà. Levez bien la main quand vous n'avez pas regardé. Donc, les tours de parole seront pris en note. Il y en a déjà beaucoup en même temps, donc il va falloir attendre son tour. Et puis on vous demandera de respecter les tours de parole de chacun, donc pas d'interruption intempestive, s'il vous plaît. Éteindre la caméra. Ouais, éteindre même la descente. La descente, parce que si elle est éteinte, ça ne sert plus à rien sur le bureau. Merci. C'est comme les radars, ça prend par derrière. Ceux qui... Voilà, alors, vous c'est bon, vous c'est bon. Et du coup, c'est là. Juste, on va mettre en place un principe. Si je vous regarde, c'est que je vous ai noté. D'accord? Alors peut-être que j'essaierai de répondre de manière groupée. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ou inquiétez-vous, je sais pas. Mais... Mais vous pouvez faire, donc on va prendre pour commencer 4 à 5 questions, si elles ne sont pas trop conséquentes. Et puis on relancera une prise de tour de parole, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de tours à prendre. Voilà. Alors, voilà, toi. Est-ce que, si vous avez besoin du micro, n'hésitez pas à le demander. Bonsoir à tous. On va recommencer. Pardon si la voix tremble un peu parfois, c'est trop bien pour moi. Tout d'abord, sur la présentation d'Alain Soirée, je vais expliquer clairement, moi, je m'intéresse, ça fait à peu près 4-5 ans maintenant à Alain Soirée. Je regarde ses vidéos, je m'intéresse au personnage. J'ai des choses à dire sur lui, je ne suis pas totalement pour. J'ai des arguments contre, mais voilà, c'est un personnage que je suis, parce que je le trouve assez percutant en fait. Il présente les choses, c'est accrocheur. C'est un pote qui m'a parlé de lui, j'ai regardé une vidéo et tout de suite, je sais pas, il se passe quelque chose. Quoi. Donc, après ça, c'est là-dessus qu'il est fort, la forme dans son discours, c'est ce qui peut être dangereux aussi, parce que forcément, on a envie de l'écouter, il nous accroche. Mais après, voilà, moi quand on m'a présenté le tract, alors j'ai vu racisme, xénophobie, discours anti-chauvinien, antisémite, enfin, je me suis dit merde, vous voyez, c'est l'usage de la haine du coup. Je suis tout ça moi aussi quelque part, si je m'intéresse un peu au personnage. Puis Dieudonné me fait marrer aussi sur pas mal de choses, mais il fait marrer aussi beaucoup de gens. Il n'y a qu'à voir les nombres de tickets vendus sans aucune communication dans les grands médias. Ça vient, c'est le peuple qui s'y intéresse comme ça, par le bouche à oreille. Les gens vont voir son spectacle, je suis allé voir son spectacle à la main d'or. Je me demandais qui j'allais voir avec ça. Et j'ai vu la France, j'ai vu des blacks, des beurs, des blancs, des femmes, des vieux, des jeunes. J'ai vu tout. Et toute cette France-là réunie par le rire. Bon, il y a des choses c'est grinçant, il y a souvent des sujets que j'aime bien, mais il faut admettre que voilà, il a quelque chose, il a un lâcher-prise un peu avec lui. On se sent moins, on n'est pas là en train de faire attention à ce qu'on dit, quoi, juste on se marre. Après, c'est sûr qu'il y a des. Tu veux dire quelque chose? Ok.
fréquentation que son contenu. Vous sortez des petites phrases chocs comme ça. Ce qui m'a interpellé dans le track, c'est les morceaux de phrases tronqués. C'est-à-dire, citer une phrase, c'était entièrement, quoi. Vous ne faites pas 3 petits points, puis un autre bout. Ça fait penser un peu à des magazines People qui, pour faire vendre du papier, vont justement découper des mots, et puis tout de suite c'est accrocheur, et ça dit pas, du coup c'est biaisé, quoi. Ça dit pas la vérité, quoi. Autre chose là-dessus. Ouais, arabophobe, Alain Soral, non. J'ai en tête Zéon, le caricaturiste qui travaille avec eux sur la bande dessinée Yosh People. Bon, je dois avoir des problèmes de vue, mais il me semble qu'il est arabe, il prône la réconciliation français, musulman, notamment. Je n'ai pas saisi ça. Je mis 3 points d'interrogation, je pense. Je voudrais dire aussi. Ouais, il y a plein de choses un petit peu fausses. Enfin, je parlais des phrases tronquées, mais il y a dire que Dieudonné dit des juifs que ce sont des négriers reconvertis, vous avez dit c'était quoi déjà? Négriers reconvertis, ouais, enfin, bref, il s'adresse pas, il parle pas des juifs quand il dit ça. J'ai vu, il s'est expliqué là-dessus. Il y a même un article, il lit l'article en direct. C'était à l'émission d'Ardisson, tout le monde en parle. Où justement, on pouvait parler de plein de choses à ces moments-là. Il explique qu'il s'adresse aux gens qui sont venus perturber son spectacle. C'était des arts, en fait, ils sont venus casser quand ils sont rentrés sans aucune autorisation, ils ont foutu un bordel monstre. Et il a répondu à ces gens-là, il les a taclés, quoi. Ils ont foutu le bordel dans son spectacle, il a taclé ces gens-là, il a visé ces personnes-là, et pas les juifs. Faire attention aux amalgames aussi, quand même. Enfin, voilà. Oui. J'en ai beaucoup. Je suis d'accord avec vous, ça va bien. Je suis d'accord, ça va bien. Non, pas forcément, mais juste par rapport aux applaudissements, d'où que ça vienne, pour quelques raisons que ça vienne, ça va beaucoup rallonger les temps de parole, donc on va vous demander de les garder, de faire des signes. Donc voilà, désolé pour le spectacle, mais c'est mieux, ce sera plus facile que chacun puisse s'exprimer. Merci. Vas-y. C'est comme, je finis là-dessus, comme dire que mai 68, dire que oui, c'est un complot, enfin, Soral a dit que c'était un complot juif. Pierre Sidos, pas Soral. Pierre Sidos de l'œuvre française, pas Soral. C'est qui, Pierre Sidos? Bah écoutez, je vais vous faire un cours. On parle de Soral ou de Ok, d'accord, ça va être compliqué. C'est pas gagné. On va y arriver. Bon, On va peut-être passer à d'autres questions. Voilà, on a bien pensé, mais moi, simplement, je reste ouvert, je suis pas, je suis là, je suis pacifiste et je m'intéresse aux choses, j'essaie de comprendre. J'ai l'impression qu'il m'apporte certaines explications intéressantes qu'on ne voit pas dans les médias. Voilà. Et Dieu donne que c'est merveilleux. Ok, merci. En bas. Alors, il y a, sur les tours qu'on a notés, il y en a un en bas. Là-bas. Ouais, du coup, éventuellement pour répondre un petit peu à cette intervention, et puis je viendrai sur d'autres trucs aussi, la question des phrases chocs qui pourraient s'apparenter à des journaux people, bon, j'ai aucune honte à ça, j'ai participé à l'écriture de ce tract et je fais partie de l'organisation qui a proposé cette conférence débat, et il me semble qu'il y a quand même certaines phrases, choc, il est vrai, mais qui parlent d'elles-mêmes. Tu parlais du fait que tu n'y croyais pas à l'arabophobie, en quelque sorte de Alain Soral. Il me semble que quand il écrit dans Abécédaire de la bêtise ambiante, jusqu'où va-t-on descendre, et je suis désolé, mais je vais prendre qu'un bout de la phrase, mais elle me semble assez choc, effectivement assez parlante en fait. On ne dira jamais assez à quel point la maghrébisation, l'africanisation de la France ont fait baisser vertigineusement le niveau de civisme et de civilité de la population française. Donc en quelque sorte, désolé si je raccourcis, mais le mélange entre les Maghrébins, les Arabes, mais pas les Africains et les Français ont fait baisser le niveau traditionnel, tellement élevé intellectuellement du civisme et de la civilité française. Il me semble que c'est au moins
africanophobe et que l'histoire de la maghrébisation fait partie aussi de l'arabophobie prônée par Soral. Et je suis désolé quand c'est quelque chose aussi qui n'a pas été forcément discuté tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui existe et qui est très présent dans les textes d'Alain Soral et d'ailleurs aussi dans les textes de Dieudonné, enfin dans les prises de parole plutôt de Dieudonné, c'est l'homophobie et la misogynie. Il me semble que c'est assez parlant quand dans Abécédaire de la bête ambiante jusqu'où va-t-on descendre, écrit en 2003 par Alain Soral, ou Sociologie du dragueur, écrit en 1996 par Alain Soral, il oppose, je cite, les demi-fiottes d'aujourd'hui véhiculant le sida, maladie d'enculé, aux machos représentés par lui en tant qu'homme qui respecte sa mère, protège sa femme et se sent responsable de ses enfants. Il me semble que, désolé de sortir ces phrases de leur contexte, mais qu'elles sont assez parlantes et que c'est homophobe. Quand il dit des femmes, c'est de la provocation, et ben elle est vraiment très très drôle cette provocation. Quand il dit des femmes, notamment puisqu'il a un petit problème avec les femmes, visiblement, notamment vers la féminisation pour comprendre l'arrivée des femmes au pouvoir, que c'est au contraire parce que la femme est plutôt l'être du désintérêt politique, littéralement un homme sans vision collective d'avenir, que l'oligarchie a choisi d'en faire le relais privilégié de son pouvoir. Il me semble que là, il considère la femme comme un pantin décérébré que l'axe américano-sioniste dominé par les hommes utiliserait pour faire passer ses idées, sa domination mondiale. Il me semble que considérer la femme comme un pantin décérébré, c'est quelque chose de misogyne et qu'on peut se permettre, en retirant cette phrase du bouquin, de considérer que c'est misogyne et que ce n'est pas de la provocation, mais que c'est bien misogyne. Voilà, et donc je pense qu'il y a des phrases qui sont parlantes. S'il vous plaît. Voilà, je pense qu'il y a des phrases qui sont parlantes et elles vont être retirées du bouquin. Ces phrases chocs, pour moi, elles suffisent à justifier nos affirmations de xénophobie, de misogynie, d'antisémitisme, de discours anti-chômeurs, etc. Je voulais aussi revenir sur quelque chose qui va forcément nous être reproché pendant ce débat, que j'ai déjà entendu, qu'on a reçu par mail ou qui a été mis sur le site d'Égalité et Réconciliation. On nous a reproché de ne pas faire venir Alain Soral et Dieudonné. Déjà, j'aurais bien aimé qu'on les invite et qu'ils viennent, mais ça aurait été surprenant. Et on nous a reproché d'être antidémocratique, de refuser le débat. Et justement, ce qu'on organise, c'est un débat, et vous allez voir, tout le monde va pouvoir prendre la parole et s'exprimer. Et que, en tout cas, moi, c'est ma position, la censure d'État, pour moi, c'est pas un gage de bien-pensance, c'est pas un gage de qualité, bien au contraire. La dissolution des JNR, après la mort de Clément Méric, notamment suite au coup d'Esteban Murillo qui faisait partie des JNR. Pour moi, c'est pas une solution, la dissolution des organisations. Pour moi, c'est pas une solution de dissoudre Égalité et Réconciliation, d'empêcher Alain Soral de parler, d'empêcher Dieudonné de parler, d'empêcher Serge Ayoub de parler. Je pense au contraire que c'est par le débat démocratique et le débat et le combat idéologique qu'il faut les combattre et mettre en avant ce qu'ils sont en train de dire. Oui, non mais je m'arrêterai là, mais et pour finir, et ce sera le dernier point de mon intervention, cette histoire de, soi-disant, on confondrait chez Soral et Dieudonné cette question d'antisémitisme et d'antisionisme. Mais pour moi, l'antisionisme, et je le suis, c'est le refus de la colonisation des territoires palestiniens par l'État d'Israël, c'est le refus de l'État d'Israël en tant qu'État sioniste, qui a de son existence de 1948, de sa création à aujourd'hui, il a toujours été sioniste et le restera. Et donc effectivement, la question de cet État se pose, notamment sa viabilité avec des territoires palestiniens qui pour moi n'est pas possible. Mais quand on entend parler des Juifs, les Juifs, je suis désolé, mais ça pour moi, on rentre dans un discours qui, en toile de fond, quand on dit les Juifs, quand on emploie le terme les et non pas des, et ben on est sur le terrain de l'antisémitisme. Merci. Là-bas. Oui. Oui, toi. Il est là. Ouais. Bonsoir à tous. Je pense que je vais être dans la même situation que le jeune à côté. C'est la première fois donc veuillez m'excuser si j'ai la voix également qui tremble. Donc je vais essayer d'être bref, concis. Je m'intéresse à Dieudonné depuis grosso modo 2 ans. Ça fait 11 ans que je suis en France et je n'en avais jamais entendu parler. Ce sont des circonstances particulières qui vont faire que finalement, je commence à m'intéresser au personnage. Paradoxalement, je ne m'étendrai pas sur son cas, parce que je pense qu'il a été dit assez de choses à son sujet.
Et donc c'est à lui que je voulais poser 2 ou 3 questions assez succinctes. Il a parlé donc du fait que pour Soral, la révolution, plutôt il a parlé du fait que pour Soral, la laïcité serait quelque chose de l'ordre du maçonnique. Bon, c'est un point qui m'a fait un peu tilter parce que je lis un petit peu et je suis l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, qui, dans l'une des vidéos qui sont sur Internet et dans laquelle on l'interroge justement sur la laïcité, j'ai envie de dire, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Voilà. On peut la voir la vidéo dans laquelle il dit tout simplement que c'est quelque chose qui est né et qui a été poussé par les loges maçonniques, et il a fait donc un lien entre laïcité et république, en parlant même de laïcité comme étant d'une religion. Et donc, à ce titre, dans son bouquin qui s'appelle La Révolution française n'est pas terminée, il dit, et ça peut être vérifié, la révolution est un événement méta-historique, c'est-à-dire un événement religieux. La révolution implique l'oubli total de ce qui précède la révolution. En gros, je ne sais pas si avant il y avait. Et donc, l'école a un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Je pensais que l'école, c'était apprendre et instruire chacun d'entre nous, on va dire, les enfants. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école. Et par l'école, cette nouvelle église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, une nouvelle table de la loi. J'ai envie de dire que pour quelqu'un qui se présente comme laïque, parler de liturgie, de religion, et faire le lien entre la laïcité née des loges maçonniques et la République, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'était ma première question. La seconde, juste avant la fin de votre intervention, vous avez parlé donc des éditions contre culture qui ont été attaquées par la LICRA et dont les ouvrages vont être, pour 4 d'entre eux, vont être retirés de la vente. Non, expurgés d'avant, des passages expurgés, et le 5e, lui, sera tout simplement retiré. En ce qui concerne celui qui sera retiré, il est assez marrant de s'apercevoir qu'il a été écrit et préfacé par, il était surtout préfacé par Yann Wax, qui n'est rien d'autre que le prix Renaudot concours, je ne sais plus, de cette année, et qui, dans nombre de ses ouvrages précédents, faisait à chaque fois, dans la partie remerciement, donc il remerciait à chaque fois Paul-Émile Blanc-Rue, avec qui il avait l'air de bien s'entendre. Voilà. Donc je ne sais pas si il partage plus ou moins le révisionnisme, parce que je ne parle pas de négationnisme, moi, je parle de révisionnisme. Toute histoire, l'histoire en elle-même, pour moi, elle est révisionniste. Donc voilà, deuxième point. Et par rapport justement à ces bouquins-là, il faut savoir que le bouquin donc préfacé par Yann Wax a été présenté par Paul-Émile Blanc-Rue il y a quelques années de cela au niveau du Nightbreed, qui est une espèce, je vais grossir les traits, qui est une espèce de franc-maçonnerie pour la religion juive. Voilà. Il a été invité à présenter son ouvrage. Et ce dit ouvrage, jusqu'à preuve du contraire, ne sera pas interdit de la vente par d'autres éditeurs. Il n'y aura que l'édition contre culture, avant que je me trompe, qui elles seront, en tout cas, c'est le cas. Et c'est ce qui a été apparemment dit par les avocats au sortir du tribunal lorsque la LICRA avait convoqué donc les éditions contre culture pour évoquer ce fait-là. Donc, pour résumer, 5 bouquins, 4 expurgés, les 4 revendus en intégralité, encore tout à l'heure avant de venir,
je regardais sur Amazon, vous pourrez vérifier. Ils ne sont pas interdits, eux. Donc, il y a d'autres libraires également qui les vendent. Et donc, le fait que Yann Wax ait préfacé un bouquin qui n'est interdit que par et pour une maison d'édition et pas pour les autres. Et dernier point, j'ai voulu être court, mais dernier point, vous avez parlé également du fait que Soral serait arabophobe. Et il y a eu donc des propos extraits de son bouquin, avec c'était de la bêtise ambiante, je crois. Et j'ai l'habitude en fait de vouloir à chaque fois m'en tenir aux faits. Les faits, quels sont-ils aujourd'hui avec son association à laquelle je n'ai pas adhéré, mais je m'intéresse à tout. Il se trouve qu'il fait et qu'il donne la parole à des associations telles que Fils de France. Il permet également à d'autres Français d'origine musulmane ou qui ont une espèce de tribune et qui peuvent s'exprimer également. Donc, Fils de France, par exemple, on peut être d'accord ou pas, à manifester lors de la manif pour tous, aux côtés donc, de la manif pour tous avec Darjo, etc. Donc voilà, il y a également un fait qui est celui-là et qu'il ne faut pas non plus occulter. Voilà. Et je ne voulais pas défendre du tout, mais pour ma part, j'ai été le voir depuis 2011 au moins 6 fois, 2 fois, une fois à Paris, une fois ici, et je peux vous dire que je n'ai pas vu des gens, comme il dit, qui souhaitaient la haine. C'était des gens qui étaient là pour se marier. Voilà. Donc, on se marre, on laisse le bonhomme, qu'on s'occupe du talent qu'il a. Beaucoup de comiques dans son domaine le savent. Eric et Ramzi, Jamy Ferrari l'ont dit. Voilà, c'est tout. Merci. On va passer pour une dernière question pour les... Soit l'un, soit l'autre, je ne sais pas qui avait fait la main. Derrière, on laissera Jean-Paul Gaultier répondre. Donc après cette question, réponse du conférencier, ensuite on a d'autres tours de parole qui sont pris et on pourra en prendre de nouveau par la suite. Allez-y. Alors déjà, bonsoir. Donc, malgré la date, déjà, je suis appelé pour personne qui fait là. Je suis apolitique. Malgré tout, je trouve les propos cohérents de monsieur qui a organisé la conférence. Monsieur qui a organisé la conférence fait cohérence sur certains sujets, mais il a quand même monopolisé une partie du débat, c'est dommage. Mon deuxième point, c'est pour dire ce que propose M. Gaultier par rapport au fameux sketch de Dieudonné. Vous l'avez décrit comme un rabbin nazi. Alors moi, j'ai vu un soldat israélien. Voilà. C'est quelqu'un qui critique la politique d'un État. Et non les personnes qui vivent. C'est comme un arabe qui dit, par exemple, nique la France. C'est pas nique les Français, c'est nique l'État qui nous représente. Voilà. Donc là, c'est pour enlever l'amalgame. Après, donc, c'était Dieudonné, quelqu'un qui se battait à gauche à l'époque, contre Jean-Marie Le Pen. Maintenant, voilà. Il a dit j'arrête la politique. Je vais rencontrer celui qui m'a été pour le diable, le serment, mais il n'a jamais appelé à voter à l'extrême droite ou quoi que ce soit. Cela dit, je comprends M. Gaultier qui dit que quand on est faible d'esprit et qu'on est un petit peu là, on peut se porter à aller voter à l'extrême droite. Ce qui est vrai. Cela dit, en France, à Caen notamment, je connais peu d'agressions antisémites. Je suis d'accord, voilà, ça vaut beaucoup de quoi. Voilà, sur les Arabes peut-être, sur les Blancs peut-être, sur les Noirs peut-être, certainement d'ailleurs, mais je connais peu de juifs contre moi qui se sont fait agresser suite à des spectacles. J'ai assisté aux Zénith de Caen pour un spectacle de Dieudonné, et il y a une milice d'extrême droite sioniste, dont la FDJ, qui a certainement des spectacles peut-être, qui sont venus pour nous taper, parce qu'on assistait à un spectacle vivant. Moi, je trouve dommage d'aller taper les gens qui veulent aller voir un spectacle. Voilà, et le NPA, parti d'extrême gauche, les Besançon, sont venus pour nous taper. Voilà, donc ça c'est un détail. Après, j'étais à Paris dernièrement, donc vendredi dernier,
et je me suis fait aussi agressé par des personnes de la LDJ. Donc je suis d'accord qu'ils sont dans tous les groupes d'extrême droite ou d'extrême gauche, à partir du moment qu'ils utilisent la violence, mais la LDJ est protégée par l'État français, il faut savoir. Rue des Rosiers à Paris, le bâtiment est subventionné par l'État français, protégé par la police, et ils s'entraînent à faire du Krav Maga. C'est des combats de l'armée israélienne pour taper sur les opposants du régime. Voilà. Donc je ne pense pas que Dieudonné, au fond, est raciste, et surtout antisémite. On fait une différence quand même assez importante entre racisme et antisémitisme. Comme si le racisme était moins grave que l'antisémitisme. Je pense que voilà, il y a un problème qu'il faut régler. Donc soit il y a un racisme invisible, ou aucun racisme. Mais il faut arrêter de faire la différence, je pense. Je suis d'accord que les choses qui... Voilà. Et pour revenir à la pornographie mémorielle décrite de Dieudonné, ce n'est pas contre les juifs maintenant, c'est que les juifs, aujourd'hui, sont victimes de ça. J'ai mis 18 de moyenne en histoire, monsieur le professeur d'histoire. J'ai 18 de moyenne. J'étais très bon en histoire, d'accord. Voilà. Bien, bravo. Malgré tout, j'ai pleuré beaucoup de sujets, c'est vrai. Mais malgré tout, on entretient une certaine culpabilité. Moi, on m'a dit que, en gros, que c'était à cause de mes grands-parents qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Je comprends pas que vous êtes encore victime, j'étais en Allemagne aussi récemment. Et les Allemands sont encore victimes de cette image-là, de collaborateurs. Parce que nous, enfin, voilà. Et les personnes qui nous accusent n'ont ni connu la guerre et ni connu leurs grands-parents. Donc je m'étonne un peu de la culpabilisation que vous êtes victime. C'est une souffrance qui est grave, qui est sérieuse, qui ne prend en considération. Cela dit, ce n'est pas la souffrance des souffrances, c'est dommage de faire des compétitions qui a plus souffert, pourquoi, comment, tout le monde souffre. Il faut rester humble, rester, voilà, je pense que, voilà, la base du conflit, c'est ça, c'est de créer des tensions communautaires par et de stigmatisation, soit pour les homosexuels, pour les juifs, pour les arabes, etc. Si on prend la carte du monde actuel, est-ce que ce sont les juifs qui souffrent réellement? Je vous pose une question. Prenez une loupe, la carte du monde, qui souffre dans le monde? Question, voilà. C'est bon? Ok. Je le dis, la souffrance est réelle. Mais arrêtons les compétitions victimaires, et arrêtons de stigmatiser les gens et de vouloir avoir une pensée unique, d'aller nous quitter ce qu'il faut aller boire, manger ce qu'il faut manger, et où est l'arcania. Voilà, faut laisser les gens réfléchir par eux-mêmes, ne pas abrouiller les loups, aller chercher l'information, ne pas. Voilà. Moi, j'étais comme vous tous, ici, de la plupart, peut-être. J'étais contre le Dieudonné, j'étais contre ce genre-là. Malgré tout, ici aussi boycotté aussi, il se fait taper, etc. C'est en tant que l'incident par le président de la LICRA, M. Jankovic, dans le tribunal. Voilà. Donc voilà, des choses qui sont un petit peu étranges. Donc je me suis dit, si les temps démobilisés, c'est pas par hasard. J'ai allé fouiller par moi-même, j'ai gratté. Et finalement, j'ai quand même été universaliste, humain, et je n'ai jamais vu ça. Et malgré tout ce qu'il a subi, je suis d'accord qu'il aurait pu devenir antisémite. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, malgré ce mouvement dire. Merci. C'est à vous. C'est à moi. Bon, alors il y a effectivement beaucoup de choses. Ça tourne à peu près, en gros, autour des mêmes choses. J'ai pris la peine, quand j'ai démarré l'exposé, de dire que toutes les citations étaient extraites des œuvres d'Alain Soral. Voilà, je pense que je n'ai pas été bien compris sur cette affaire-là. Étant historien moi-même, je n'ai pas comme principe de tronquer les citations. Vraiment, je ne pourrais pas me revendiquer du titre d'historien. Que ça soit aussi bien clair. Bon. Pardon, monsieur, les fréquentations, elles sont aussi fiables? Vous avez énoncé beaucoup de fréquentations. Je n'ai pas énoncé des fréquentations. J'ai dit qui il y avait autour de lui, Scandrani. Vous avez qu'à lire ses écrits, Ginette Scandrani, vous verrez. Et après, j'ai essayé de rattacher idéologiquement des propos de Soral à des gens qui, au 19e et au 20e siècle, avaient tenu des propos qui peuvent être des propos semblables. C'est pour ça que j'ai fait référence. Si ça vous dérange pas, je termine. Étant historien, je vais chercher d'où ça vient et je me suis jamais caché. Si je cite quelqu'un, je cite quelqu'un. Si moi-même, idéologiquement, je peux faire référence à des gens dont je peux défendre la pensée, je les cite si j'ai besoin de les citer. Je ne vais pas me cacher derrière. C'est exactement la même démarche que fait Marine Le Pen. Elle font plein de trucs. À l'extrême droite, ni gauche ni droite, c'est le programme de Doriot. Doriot, collaborateur, qui a servi dans la Waffen-SS. Vous avez déjà entendu Marine Le Pen faire référence à Doriot?
Moi pas, que ça soit clair. Donc tous les gens dont j'ai parlé, j'aurais pu m'en citer d'autres, y compris des gens qui étaient à gauche. L'antisémitisme, il n'est pas qu'à droite. C'est une connerie de voir ça. Hein. C'est des gens, vous pouvez vous reporter à leur texte, je ne me suis jamais caché. Et j'ai voulu noter, quant à Pierre Sidoz, c'est lui qui a parlé d'un complot juif en mai 68 et pas Alain Soral. Alain Soral, il prend les gens de 68 pour des branleurs, c'est autre chose. Je ne sais pas ce qu'il faisait, lui, en 68. Ça ne m'intéresse pas. Bon. Or, Pierre Sidoz est actuellement le plus vieux dirigeant d'un groupe d'extrême droite en France, puisqu'il a lancé son premier groupe juste après la libération. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait référence. C'est lui qui ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël et qui a tenu ce type de propos par rapport à mai 68. Et bien, il se trouve que dans les propos que tient Sidoz, y compris par rapport à Israël, il y a des propos qui ne gênent pas Alain Soral. Voilà ce que je veux dire, c'est tout, c'est pas autre chose. Il faut voir d'où ça vient. C'est pas sorti comme ça, comme lui ou Dieudonné. On ne peut pas se marrer de tout, je suis désolé avec vous, on ne peut pas rigoler de tout et pas rigoler de tout n'importe comment. Hein? Ouais. Mais même, c'est plus compliqué. S'il vous plaît, oui, ben, excusez-moi, je ne vais pas comparer Desproges et Dieudonné. Voilà. S'il vous plaît. Bon. Donc, il faut se méfier de comment ça passe et les termes qu'on utilise. C'est très difficile d'être un comique, je suis d'accord avec vous. Moi-même, j'en suis pas un. Voilà. Bon. Donc, il faut effectivement être très prudent sur cette affaire-là. Sur les fréquentations, il y a des photos où il est avec Châtillon, il est en Iran, c'est pas moi qui les ai faites, les photos, c'est pas mon album de famille. Non, c'est pas anecdotique. Quand il y a l'ambassadeur d'Iran qui vient, si ça ne vous dérange pas, je voudrais terminer. D'accord? Si c'est possible, je voudrais terminer. D'accord? Maintenant, vous pouvez très bien dire que moi-même, je fabrique des photos où c'est anecdotique, où commence l'anecdote et où elle s'arrête. Show Ananas, c'est anecdotique, ça fait marrer tout le monde. Moi, ça ne me fait pas marrer. D'accord? Voilà. Bon. Donc, c'est pas de l'anecdote. C'est sur des sites, c'est dans des revues, et il s'en est jamais caché. Il n'a pas dit, attendez, moi, j'ai rien à faire, c'est un montage, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pas du tout. Il a même revendiqué d'avoir été présent là. Donc ça, c'est pas une vue de l'esprit, je suis désolé. Et tout ce que j'ai cité, tout ce que je mets en avant, c'est pas des vues de l'esprit. D'accord? Bon, sur cette affaire-là. Ensuite, c'est vrai qu'il a un côté percutant, il est très médiatique, je suis d'accord avec vous. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un paquet de jeunes qui sont, c'est pas une attaque, ils sont en manque de repères idéologiques parce que c'est en gros ce qui se passe dans l'ensemble de la société. Donc, jeunes, vieux, moyens, tout ce que vous voulez. Bon. Et qui, effectivement, comme il y a un discours très simple, qui est classique, on cible quelque chose. On part du principe que derrière tout, il y a un complot. À partir du moment où vous partez du principe que derrière tout, il y a un complot, c'est très clair, ça parle aux gens. Il peut se passer n'importe quoi, c'est parce que derrière, il y a des gens qui tirent les ficelles. Et regardez la grille de lecture. Pourquoi j'ai pris... Allez donc voir la vidéo quand il analyse la situation sur le site de Citroën. C'est pas de la conspiration si derrière, il y a des gens qui tirent les ficelles? Non, attendez. S'il vous plaît. On va quand même essayer de parler entre gens vaguement responsables. Avant, donc, vous voyez comment ça peut fonctionner. Donc, sur ces histoires-là, je vous répète, j'ai pris des exemples pour essayer de rattacher les propos tenus par Soral à des propos qui avaient été tenus avant lui, et qu'il ne cite pas et qu'il n'a pas critiqué. Voilà. Prenons un autre exemple, c'est pas Soral. Prenons le cas de ce qui s'est passé autour des constructions de mosquées. Moi, je ne chante pas avec les gens qui étaient contre les constructions de mosquées, pas du tout. Le premier qui a critiqué ça, c'est qui? C'est Charles Maurras lors de l'inauguration de la mosquée de Paris. Qui est-ce qui a cité ça? Personne. Personne. Pourquoi les gens qui critiquent cette chose-là ne vont pas chercher les sources? Parce que ça pue. C'est ça le métier d'historien. C'est pas essayer de faire autre chose. Qu'on soit bien clair là-dessus. Sur l'histoire de... Alors moi, je suis désolé, les gens comme Forisson et compagnie, ce ne sont pas des gens qui révisent, c'est des gens qui nient. Lisez la prose de ces gens-là et les revues qui publient sa prose. Je vous renvoie à un ouvrage incontournable qui est l'ouvrage de Valérie Egounet sur les négationnistes, et vous verrez, elle n'a rien tronqué, elle est même allée les interroger. Elle a passé des journées entières avec eux. Vous verrez comment ça fonctionne, et vous verrez qu'il n'y a pas plus de révision. Non,
il y a des négations. On peut être révisionniste en politique. Mais là, c'est pas du tout une révision, c'est une négation, ce qui n'est pas la même chose. Donc, là aussi. Hein. Alors, effectivement, après, quand vous me dites qu'il laisse la parole à des minorités, bien sûr, il laisse la parole à des minorités, et comme par hasard, il laisse la parole, l'exemple que vous avez pris, une minorité qui était dans la manif pour tous, et comme par hasard, il est contre. Mais et alors, je ne vois pas le rapport. Mais il ne va pas laisser la... Non, je pense qu'il va... Là, il y a un vrai problème de communication. Je pense qu'il ne va pas laisser la parole... il ne va pas laisser la parole à des gens qui sont contre lui. La parole, elle est libre. Celui qui veut s'exprimer, il y va, c'est tout. Non, il invite des gens, je suis désolé. Oui, S'il d'accord. vous plaît. Bon, on va arrêter cette affaire-là. Chacun a sa vision des choses. Hein. L'autre élément, hein, moi, je ne fais pas de hiérarchie dans le racisme. Il y a le racisme point. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît. Je ne fais pas de hiérarchie. Hein. Il y a le racisme avec un racisme anti-maghrébin, un racisme qu'on appelle l'anti... Voilà, il y a ça. Et tout ça est à combattre. Alors, donc là-dessus, hein, moi, je suis contre le fait qu'on aille dégueulasser une synagogue, mais je suis contre le fait qu'on aille dégueulasser une mosquée. Voilà, donc là-dessus, je ne vois pas qu'il y a pas de procès à avoir là-dessus. Hein. Alors, en ce qui concerne aussi les fameuses préfaces, hein, vous pouvez prendre maintenant toute la pause de l'extrême droite, la fameuse personne dont vous avez cité le nom qui a préfacé le bouquin de Blanc-Rue, hein, il est une notoriété publique maintenant que ce garçon, effectivement, a une trajectoire. C'est son droit, hein, moi, pas mon problème, hein, a une trajectoire qui rapproche plus, effectivement, de courants type Soral et autres que des courants d'où il vient. Bon. Et ça, vous pouvez prendre n'importe quel journal. Vous avez des revues comme Réfléchir et Agir, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une revue théorique d'extrême droite. Voilà. Et qui tresse des couronnes, justement, à ce personnage. C'est tout. Moi, je vous dis, j'ai inventé rien. Moi, il se trouve que j'ai un gros défaut, c'est que je travaille sur l'extrême droite, toutes les familles, et que je lis toute leur presse. Je n'ai pas dit que vous inventiez quoi que ce soit. Bon. Donc c'est vrai que c'est un peu une perversité quelque part. Hein. Donc, voilà, hein. Sur la question de la laïcité, hein, et c'est évident qu'effectivement, les francs-maçons ont joué un rôle dans la défense de la laïcité, dans la défense de la République. C'est une évidence. C'est une évidence. Bien évidemment. Hein. Maintenant, M. Payon, il chante ce qu'il veut, c'est le problème de M. Payon, c'est pas le mien. Hein. Donc, voilà, à peu près. Hein. Donc, je répète, moi, je condamne, qu'on soit bien clair avec le caméraman, là, monsieur. Je vous appelle caméraman, je ne connais pas votre nom, c'est pas péjoratif. Hein. Tout simplement, moi, je condamne toute forme de racisme, d'où ça vienne et quel que soit. Voilà. Hein. Bon. C'est tout. Je peux aussi, moi, regretter hein, qu'effectivement, il y ait des cas qui soient plus mis en avant que d'autres. Hein. Ça, c'est ma position. Hein. Mais voilà. Hein. Donc, je vous signale aussi que Dieudonné ne s'était pas caché d'avoir eu des sympathies pour Sarkozy en 2007. Hein. Voilà, il fait ce qu'il veut, c'est son droit, il pense ce qu'il veut. Pour Le Pen, pardon, excusez-moi. Il pense ce qu'il veut, c'est son droit, il fréquente qui il veut. Hein. Mais si Soral, par exemple, était quelqu'un qui, effectivement, joue de ses petits biceps, hein, il ne serait pas pointé la première fois qu'il s'est pointé. Pas eu de bol, je l'ai croisé. Il ne me connaît pas, mais moi je connais sa tête. À une défaite de Jean-Marie Le Pen, incognito. Il y a honte, il pue Le Pen ou quoi? Bah oui, je parle de Soral, évidemment. Alors Soral revendique son amitié qu'il a pour Jean-Marie Le Pen. Il le dit que c'est son ami. Mais c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis pourquoi il s'est planté, il s'est pointé clandestinement la première fois. Il avait peur de qui? Il s'est pointé. Il a rendu visite clandestinement à une fête publique. Vous voyez, c'est toute la difficulté de Soral. Soral, c'est d'être clandestin dans un espace public. En clair, il a assisté à une fête du Front National en faisant bien attention que personne ne le voit. Peut-être parce qu'il avait peur des gens. Oui, c'est un peureux, Soral. C'est un peureux. D'accord?
Hein. Donc voilà. Hein. Alors maintenant que les livres soient toujours en vente sur Amazon, il faut un temps que les décisions de justice. Après, est-ce que c'est astucieux ou pas? Je ne suis pas juge. Est-ce que vous les trouverez en texte intégral sur Internet? Évidemment. Évidemment. Et vous trouvez Mein Kampf en texte intégral sur Internet aussi, si vous voulez. Non, je ne fais pas de rapport, mais voilà. Hein. Et bien évidemment qu'on peut foutre ce qu'on veut en ligne, et c'est très compliqué après d'intervenir. Donc on peut dire, est-ce que ça vaut le coup, ce type de décision de justice ou pas? Ça, moi, je ne suis pas juriste et je ne suis pas président de la Cour. Hein. Voilà. Donc on peut très bien contourner n'importe quelle décision de justice, évidemment, maintenant. Après, qu'elle soit bonne ou mauvaise, moi, c'est pas à moi de vous le dire. Hein. Vous en pensez ce que vous voulez. Hein. Donc, sur l'histoire de la traite des Noirs, oui, bah alors évidemment, je vous ai dit qu'il avait sa lecture particulière. Voilà. Et qu'il y a tout un tas d'historiens et des spécialistes de la traite qui n'ont pas du tout la même lecture que Dieudonné. Alors, peut-être qu'ils sont tous victimes, là aussi, de gens qui tirent les ficelles. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et voilà, la lecture du code. Et ils visent aussi les juifs. Lisez-le, le code noir, il est en vente libre, en petit fascicule, ça doit coûter 2 €. Il a été republié, vous verrez. Et vous verrez que c'est pas moi qui l'invente. Donc voilà à peu près, je ne sais pas s'il y a encore d'autres Il y a plein d'autres interventions. questions. Bah oui, tant mieux. On prend d'autres questions? Ouais. Alors, par contre, j'ai perdu 2 personnes dans la bataille. Je ne les retrouve pas. Il y avait quelqu'un Donc, là. si vous sentez que je ne vous ai pas noté, Là. que j'ai sauté votre tour, vous levez bien la main que je vous... Non, parce que je vois, ça fait un moment, il va y avoir une crampe. Monsieur là-haut, ouais. Là-haut. Avec le micro. Merci. Plus proche du micro, ouais. Oui, je me mettrai plus proche du micro, je vous le promets. Ouais, je vais essayer d'être bref pour les autres. Je voulais juste revenir premièrement sur. Vous avez dit que ce n'était pas une analyse très pertinente d'associer marxisme et tradition. Là, moi, je dirais, je vous renvoie aux ouvrages de Jean-Claude Michéa et de Christopher Lasch, qui sont absolument, complètement, de mon point de vue, qui associent précisément marxisme et tradition, qui sont très, très pertinents. Et je vais continuer sur la question du complot parce que justement Christopher Lasch dit que finalement toute réflexion sur la lutte des classes devient en 2 secondes de la théorie du complot. Et quand on parle, ce mot-là est posé, il n'y a plus de débat et on ne peut plus analyser. Sur la, moi je ne me sens pas complotiste, mais par exemple sur un événement comme le 11 septembre, ça ne résiste pas 2 secondes à l'analyse historique, à la version officielle. Et c'est pas difficile hein, de revenir à l'Afghanistan des années 80, enfin, toutes ces choses-là. Ensuite, je voulais juste parler vous avez parlé de manque de repères idéologiques. Et là, ça me fait penser à ce que George Orwell disait dans le Hegelian, il parle des socialistes et il dit le problème c'est qu'ils nous expliquent toujours comment il faut penser. Et j'ai entendu une fois Alain Soral dire quelque chose qui m'a marqué, il m'a dit mais il n'y a pas de 36 solutions pour augmenter le niveau de conscience critique, c'est de lire. Et ça, je ne trouve pas ça, à proprement parler, fasciste, ou je trouve qu'il n'y a rien de plus louable que ce genre d'idée. Et pour les livres édités chez Contre-Culture, le problème, je crois qu'il est là, c'est-à-dire qu'on lui a dit, on interdit vos livres, et dans les autres maisons d'édition, les livres sont autorisés. Et pourquoi on les interdit chez vous? C'est pour vos arrière-pensées. Et là, eh ben, on est totalement dans 1984, on est totalement dans la police de la pensée, c'est-à-dire on ne vous condamne pas pour ce que vous pouvez dire ou ce que vous pouvez faire, mais juste pour ce que vous pouvez penser derrière vos yeux. Hein. Et ça, je pense qu'on a tous à combattre ce genre de choses, qu'on soit d'accord ou pas. Hein. Et bon, sur le données, j'étais à peu près d'accord, je ne vais pas dire, mais juste, moi quand je regarde tout le monde, là, je me dis, c'est marrant parce qu'il y a des gens, on n'est pas d'accord, et pourtant, il y a un certain nombre de choses, notamment sur le discours de Soral, il a un discours totalisant, et c'est vrai qu'il y a un discours totalisant, en plus le personnage est assez fantasque, mais il y a un certain nombre de choses intéressantes dans son discours. Et je pense qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans l'idéologie. Parce que je suis certain que tous qu'on est ici, on est d'accord sur la question de la monnaie. Parce que c'est un problème qui est surdéterminant aujourd'hui. Et je pense qu'on a tous à se réunir sur cette question-là. Hein. Et par exemple, sur la question du CRIF, comme étant un réseau puissant
dans les médias et dans la politique, bah, ça se voit comme le milieu de la figure. Alors, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et que moi, je dirais, il faut essayer de se rassembler sur ces idées-là et pas se séparer en essayant de se chercher des noises d'un côté ou de l'autre, et surtout de ne pas tomber dans l'idéologie, de dire ah ouais, on peut être d'accord, il y a un certain nombre de choses, là on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui est vraiment important. Voilà, merci. S'il vous plaît, pour que plus de gens puissent intervenir, est-ce que vous pouvez, dans vos interventions, être assez pas concis, mais éviter de répéter 50 000 fois la même chose, s'il vous plaît. Enfin, pas entre les gens, mais entre vous-même. Il y a les deux là. C'est longtemps qu'ils attendent tous les deux. Toi. Les deux jeunes. Ouais, voilà. Question à gauche. Ah. Je fais ce que je peux. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Le micro là, à gauche. Enfin, à ta droite. Là, à droite. Voilà, j'aime pas beaucoup parler, mais j'aime pas beaucoup. Ce que j'aime encore moins, c'est entendre des choses bizarres, très très bizarres. Je suis venue à cette conférence parce qu'on y parlait, pour y parler du fascisme, de l'ambiance xénophobe, et associer à ces choses-là deux personnes qui sont Alain Soral et Dieudonné. Alain Soral, j'ai pas lu ses livres, c'est quelqu'un qui m'intrigue, je l'écoute, j'ai pas le courage d'acheter son livre pour le lire, mais je sais pas ce qu'il dit, je sais pas ce qu'il pense. Alors je devrais peut-être vous faire confiance, monsieur Jean-Paul Gaultier, mais parce que vous l'avez lu à ma place et vous l'avez décortiqué, peut-être que vous savez. J'ai pas lu vos livres non plus, monsieur Gaultier. Et je crois pas que j'ai envie de les lire. C'est pas grave non plus. Ce soir, je voulais juste dire pour Dieudonné, c'est que il y a quelques années, le fameux sketch à la con là, j'ai pas osé toucher Dieudonné. Puis c'est ma fille, elle est pas toute blanche ma fille, hein. Enfin je sais pas si c'est un rapport, mais elle m'a dit, mais c'est de rire Dieudonné, maman, va l'écouter, tout ça. Et puis effectivement, j'ai été l'écouter, c'est un comique, hein, c'est du 36e degré, tout le monde ne le comprend peut-être pas, mais enfin, c'est vraiment quelqu'un de très drôle, qui se moque de tout, qui se moque de la vie, qui se moque de ce système un petit peu mieux vaut en rire, hein, plutôt qu'en pleurer. Et voilà, donc, monsieur Gaultier, je ne sais pas, vous permettez d'écrire des livres pour raconter la vie des gens. Moi, ça ne m'intéresse pas, la vie des gens, si je ne les connais pas. Et on est dans un système de pensée unique qui fait que, voilà, on a les médias qui nous font que, on a des analyses des discours politiques, parce qu'il faut bien qu'on fasse penser les gens à notre place, et qu'on décortique un petit peu enfin, les discours politiques incompréhensibles. Et voilà, il y a les sachants qui vont nous dire quoi penser, comment penser et tout ça. Et moi, j'ai l'impression qu'on arrive d'un système de pensée unique à l'autre pensée unique. C'est-à-dire, on s'en sort pas, quoi. Et quand on parle de manipulation, je veux dire, qui manipule qui? C'est vous, monsieur Gaultier, ou c'est ceux que vous citez, ceux sur lesquels vous écrivez? Je ne comprends pas. Quand on parle de manipulation, vous devez savoir ce que c'est. C'est peut-être le système dans lequel on est, où on est manipulé. Moi, j'étais à l'école de la République française. Moi, j'ai appris à l'école de la République française, j'ai appris les choses et tout ça. Je me pose des questions. Et je ne vous pose pas de questions, monsieur Gaultier. Pas du tout. Parce que vous êtes assez... Je vous dis des choses, parce que je vous ai écouté aussi, un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes assez agressif et insultant. Quand on essaie de s'exprimer, quand les personnes ne connaissent pas telle ou telle personne, je vous ai vu 2 ou 3 fois, et vous vous permettez de penser pour nous, et vous vous permettez aussi de faire des mimiques ou des réflexions comme quoi on est des trop cons, on est
on ne connaît pas un tel, on ne connaît pas un tel. Et ça, je n'ai pas beaucoup apprécié. Voilà. Ah bon. Alors, on a un tour de parole au jeune homme en bleu là-bas. Toi non, Toi qui te retourne retourne pas. justement. Je vais la main tout à l'heure. Mais il y a déjà... J'y arriverai pas. Hein. Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Pour moi, le point quand même qui revient beaucoup et qui est intéressant, c'est le lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Comme si c'était tout le temps la même chose, comme si on criait au complot tout le temps, mais il faut aussi avoir le courage d'ouvrir les yeux et de voir qu'il n'y a pas forcément la même écoute, il n'y a pas forcément les mêmes relais quand je prends un exemple. Quand on parle de Guérin, qui est à France 2 de Libye, qui dit j'ai travaillé comme un nègre, sachant qu'en supposant que les nègres aient déjà travaillé. Donc c'est franchement raciste. Ça a été relié, il fallait quoi, 2 semaines par les médias, et à l'époque, on entend parler, ils vont parfum. Et à côté, il y a Dieudonné qui fait une chanson sur l'instrumentalisation de la Shoah. Et la Shoah, c'est différent, c'est totalement différent. Je ne pense pas que ce soit très courageux de la part d'Israël d'utiliser les victimes de la Shoah pour se permettre d'attaquer les Palestiniens ou c'est le monopole de la souffrance, bah non, justement. Et justement, moi, ce lien-là, il m'énerve parce que c'est. Est-ce qu'il y a une question C'est surtout le lien entre l'extrême droite et l'antisémitisme. C'est pas son association égalité et représentation qui rassemble toutes les racines sociales, tous les tissus sociaux, qui rassemble Al-Berali, Farida Belgoul, le Rabat Arman Chaya. Excusez-moi, Station Palais, ça représente vraiment la France, c'est un mouvement populaire, avec des gens venus de partout qui se posent des questions. C'est pas la haine. Tu m'as exprimé, mais je reviens là, c'est que peut-être aller un petit peu plus loin de le spectre de l'extrême droite, des nazis, etc. Pour aller un petit peu plus loin que ça, je pense pas qu'on ressemble à des nazis, je pense pas qu'on est tabassé 5 minutes dans la journée, donc il faut aller un petit peu plus loin que ça. Voilà. S'il vous plaît. Camille. À toi. Non, pas besoin de micro, hein, c'est moi, je vais parler fort pour que tout le monde m'entende. Déjà, bonjour, merci d'être venu. Vous avez fait le déplacement depuis où? La Vendée. La Vendée Je suis parti à 9h, je suis arrivé à 5h. D'accord. Donc moi j'ai plusieurs petits... Pour les gens derrière. Les gens derrière. Pour le micro, c'est bon. Donc j'ai suivi avec attention votre intervention. Donc vous nous avez fait grosso modo un portrait, le portrait d'une toile avec des visages, des parcours, mais aucune idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de portrait idéologique ou des citations mises à droite, à gauche, censées nous révéler qui serait tel ou tel personnage, des méchants, des antisémites, des machin. Et par contre, vous nous dites par exemple, tel ou tel fait des attaques antisémites, parle des juifs, mais comment vous pouvez comparer de ce dont des personnes dont parle Soral sans citer ces personnes-là, parce qu'il ne fait pas des attaques générales sur les juifs, il fait des attaques à dominem sur des personnes comme Bernard-Henri Lévy, comme Jacques Attali, dont la vision ne contredit pas les thèses complotistes. Je signale que Jacques Attali, sa vision du monde, c'est quand même chaque pays est un hôtel, on fait venir des personnes selon les besoins du marché. Et après une soi-disant Troisième Guerre mondiale, Jérusalem serait la capitale de la paix, où les Juifs. Non mais c'est pas du délire quand même. Donc je ne vois pas comment on peut faire des attaques à dominem sur des gens dits de la toile d'extrême droite, donc Dieudonné, Soral, sans citer notamment les personnes à qui ils s'attaquent. Donc ça, vous ne le faites pas. Donc, et aussi, vous parlez de Dieudonné, mais comment peut-on parler de Dieudonné et de ses dérapages antisémites sans parler du combat antiraciste de Dieudonné? Et pourquoi il est devenu comme ça?
Donc on parle seulement d'un sketch, mais c'est pas seulement un sketch. C'est-à-dire j'ai cité Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, qui a été un des grands parrains de SOS Racisme, je crois. Quand on connaît sa vision du monde, c'est assez bizarre. De Traite-Négrière, M. Bernard-Henri Lévy est un franco-camerounais, je crois. Un juif franco-camerounais, il va falloir qu'on m'explique comment c'est possible. Dont la famille a fait fortune dans l'exploitation des richesses du Cameroun, notamment par le bois précieux. Si ça, c'est pas du néocolonialisme, et c'est ces gens-là qui sont en charge de l'antiracisme maintenant. Alors, on parle maintenant de la marche des beurs. Il y a des gens à égalité et réconciliation qui ont été les premiers à se mobiliser lors de la marche des beurs, notamment ils sont vus, qui ont été récupérés par le PS et qui se sont fait entuber de A à Z. Ces gens-là aujourd'hui, c'est notamment Farid Abedboul, Albert Ali. Je vous invite à voir leur conférence, ils sont disponibles sur l'égalité et réconciliation. Et ces gens-là, vous n'en parlez pas. Vous nous faites un portrait sans idée, et vous ne dites pas qui on attaque, les juifs, mais quels juifs on attaque? Les juifs du quotidien? Non. C'est cette clique de personnes ultra puissantes qui sont totalement délirantes du monde et qui, je dirais, effectif. Parce que quand même, un BHL comme Nathalie, c'est pas un petit mec sur internet qui fait des petites vidéos délirantes, c'est un gars qui a un pouvoir réel, fomenteur de guerre. Donc pourquoi vous ne citez pas ces personnes-là? Pourquoi tout à l'heure je n'entends pas ces personnes-là? Et pourquoi on ne parle pas du combat anti-racisme? Et pourquoi Dieudonné est passé, c'est désolidariser les mouvements d'antiracisme officiels pour faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Pourquoi? Il y a encore d'autres interventions. Encore deux interventions, on arrête et on redonne et on reprend. Il y en a encore. Du coup, c'est à toi. Voilà, la fille. Bonsoir à tous. Alors, moi je voulais faire d'abord une petite remarque sur l'affiche qui nous invitait à cette conférence. Donc, c'est censé être une conférence débat, mais sur un campus universitaire français. Donc, quand on pose le sujet d'une conférence débat, je pense que c'est mieux de poser une question, de donner une idée sur laquelle ensuite on peut débattre. Or là, on voit quoi? On voit une série d'anathèmes. Donc, Soral et Dieudonné sont racistes, colonialistes, patriarcaux, capitalistes. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte quand même de dire que Dieudonné est colonialiste, c'est un non-sens absolu? Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est une série de choses qui sont en fait des injures. Et qu'est-ce qui se passe ce soir? En fait, c'est que depuis le début de la fin de l'intervention de monsieur, on constate que tout le monde a pris position pour défendre l'égalité et la réconciliation. Donc la baudruche est dégonflée. Et en fait, complètement. Et donc, ce que je tiens à faire ici, c'est d'inviter toutes les personnes et les jeunes en France à réfléchir tout simplement par eux-mêmes, d'aller lire pour eux-mêmes. Et je pense qu'il aurait été intéressant aussi qu'on évoque ce que c'est réellement le sionisme. Parce que c'est ça la question centrale en fait. Alors, vous avez parlé de sionisme et d'antisionisme, mais vous n'avez pas expliqué ce que c'est et à quoi ça correspond. Voilà, 3 petits points. C'est à toi. Ouais. Bonsoir. Je suis assez étonné, je ne vais pas rentrer dans les grands discours, je suis assez étonné du comportement en fait. Alors je trouve ça très bien parce qu'effectivement c'est un débat, effectivement beaucoup de gens ont pris position de manière très tranchée. Déjà on pourrait répondre sur antisionisme et antisémitisme, du coup finalement c'est assez simple, on peut peut-être aller assez vite là-dessus. L'antisémitisme c'est lié à une religion, c'est finalement exclure quelqu'un parce qu'il est de la religion juive. D'accord. L'antisionisme, c'est par rapport à l'idéologie. Et l'idéologie, c'est le colonialisme de Sion. Sion qui est soi-disant, officiellement, dans la terre-mère des 3 religions monothéistes, Jérusalem. Soit. Et Israël s'est construit en 1948, alors que 1900
Alors qu'il y avait au départ 3 plans différents sur 3 continents différents à l'échelle mondiale. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense que c'est ça. Tu pourras répondre après si j'ai pas mis toutes les informations sur l'antisionisme. Par contre, quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, vraiment, c'est tout le monde a réagi, et notamment les gens qui ont pris une position pour, de manière très tranchée, sur l'antiracisme. Je suis content de voir qu'il y a autant de personnes à Caen qui se battent sur l'antiracisme. J'en vois assez peu au quotidien, je trouve ça très bien. Et on se rencontrera sans doute dans les prochains rassemblements, ou dans d'autres luttes concrètes, et ça, je trouve ça chouette, pas de problème. Par contre, il y a certaines interventions qui m'ont un peu choqué. Qui souffre le plus? Est-ce que c'est les juifs? Et moi, je ne cherche pas à savoir qui souffre le plus. Moi, je cherche à combattre une domination. Et je cherche même à combattre des systèmes de domination. Donc, je veux bien qu'on essaye de trouver des réponses simples. Il y a des grands Manitou, alors souvent ils ont des crochus. Et puis, il n'y a pas que eux. Ça peut être aussi l'impérialisme américain. Mais je veux dire, des capitalistes, des exploitateurs, des dominateurs, je veux dire, des violeurs, ils sont de n'importe quelle religion, ils sont de n'importe quelle nationalité. C'est trop simple de rentrer dans des discours comme ça, c'est bien plus complexe. Si c'était simple, on ne serait pas dans ce putain de monde de merde. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce putain de monde de merde? Je comprends même pas. Si c'était si simple, pourquoi est-ce qu'on est là? Je comprends pas. Ensuite, j'avais une autre question. On dit, alors on parle de la monnaie, etc. Effectivement, et là j'ai une question à poser à la tribune, c'est que si on regarde un peu les thèses économiques ou pseudo-économiques qui sont développées dans quelques bouquins, finalement c'est l'intermondialisme réchauffé des années 90. Mais clairement, enfin j'espère qu'il y a des connaisseurs sur... mais c'est clairement ça, c'est-à-dire que là on se retrouve 20 ans après, ce qui a été écrit il y a 20 ans, ce qui ne veut pas dire que ce qui a été écrit après est forcément faux, etc. Je suis d'accord. Mais bon, il y avait peut-être moyen de dépasser un petit peu cette vision économique. Et pourquoi il utilise ça? Parce qu'il sait que c'est vendeur. Pour ma part, c'est ce que j'en pense. Je vais reprendre un tour de parole, je finis juste mon tour, s'il te plaît. Et quand j'entendais qu'il ne faut pas tomber dans l'idéologie, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais par contre, moi, ce que je trouve dangereux dans ce genre de discours, je parle pas, alors j'ai bien compris que l'humour, il fallait le défendre et que c'était le sacro-saint, pas de problème. Par contre, Soral, donc je ne vais pas tâcher de donner, hein, sinon je vais avoir une nuée dans la salle. Par contre, Soral, moi ce qui me gêne beaucoup, c'est la perméabilité des idées. C'est-à-dire que c'est très facile de choper des idées par-ci, des idées par-là. Qu'est-ce que. Alors là, vous allez me dire, oh là là, tu fais un gros raccourci dans l'histoire. Mais le nationalisme socialisme, c'est quoi finalement? C'était pas ça, la perméabilité des idées. Essayer de choper là, et faire une synthèse et dire aux gens, suivez-moi, et on voit jusqu'où ça va. C'est-à-dire que je suis d'accord, il ne faut pas tomber dans l'idéologie conne, mais pour autant, il ne faut pas tomber dans le trou idéologique non plus, quoi. Merci. C'est à vous. Bon, alors, je vous rassure tout de suite, je suis ni un défenseur de Jacques Attali, ni... Je ne suis pas un défenseur de Bernard-Henri Lévy, ni de Jacques Attali, ni de Finkielkraut, hein, que ça soit clair là-dessus. Donc voilà, hein, pas de faux procès sur cette affaire-là. J'ai essayé de démontrer le parcours de Dieudonné en expliquant qu'effectivement, au début, il appartenait au courant, hein, qu'on classe de manière peut-être schématique, hein, dit antiraciste. Voilà, hein, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai jamais dit que Dieudonné défendait le colonialisme. Hein. J'ai pris des citations pour montrer que Soral, effectivement, sur un certain nombre de points, et c'est dans son livre sur l'Empire, vous avez qu'à le regarder, hein, avait des positions qui, d'un côté, disaient tout et leur contraire. Donc, effectivement, tout le monde, moi, je peux y trouver des choses à critiquer, d'autres peuvent y trouver des choses qui vont dans le bon sens. C'est là que je considère qu'il y a quelque part une espèce, je mets entre guillemets, d'arnaque intellectuelle. Je n'ai rien dit d'autre, hein. Je défends ni un ni l'autre, je ne fais pas le procès. Hein. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas citer ses sources, de dire sur quoi il s'appuie. Tout le monde a le droit de s'appuyer sur ce qu'il veut. C'est pas du tout la question n'est pas là. Mais voilà, donc quelque part, il y a pour moi, hein, un problème qui est un problème d'honnêteté intellectuelle. Après, je ne vais pas expliquer aux gens ce qu'ils ont à penser. Et heureusement, ils sont assez grands pour penser tout seuls. Et je ne suis pas un donneur de leçons et je ne suis pas un gourou non plus. Que ce soit bien clair. D'accord, hein. Là-dessus, bon. Hein, voilà. Donc, je répète, je n'ai jamais dit que Dieudonné était colonialiste. Je ne sais pas où. Non.
Mais c'est pas moi qui ai rédigé l'affiche, moi je vous parle de mon propos à moi, mademoiselle. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui ai rédigé l'affiche ou autre chose. Je vous parle de ce que moi, j'écris dans des livres, qu'on lit ou qu'on lit pas, c'est pas, ça, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. Moi je suis un pervers, alors je vais dire, y compris ceux de mes adversaires, bon, chacun son truc. Hein. Mais moi je vous parle de ce que j'ai dit ce soir dans l'intervention que j'ai faite. Je n'ai pas dit que Dieudonné soutenait les colonialistes. On soit bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de faux procès. J'ai jamais dit ça, moi. Que ça traîne ailleurs, peut-être, mais dans mon propos, ça n'apparaît pas. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Bon. Ensuite, je suis entièrement d'accord, hein, c'est dommage parce que les gens sont partis, hein, sur la critique, hein, de la politique de l'État d'Israël par rapport aux Palestiniens. Bon. Sur, effectivement, la critique du mur et autres. Jamais, moi, je ne défends pas la politique de l'État d'Israël. Mais je ne vous parle pas de ça, moi je vous parle de ce que j'ai raconté. Je ne suis pas là pour vous faire une analyse des positions de François Hollande là-dessus. Ce n'est pas le propos là. Après, si on avait eu un débat, ce que vous vouliez avoir, mais qui n'était pas le thème, qui serait un autre thème et d'une réunion intéressante sur ce que c'est que le sionisme, ça c'est une vraie question de fond, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas le thème là. Là je suis d'accord, mais c'est un autre débat. Hein. Et moi, je ne suis pas là pour dire l'État français porte les valises de l'État israélien. Ce n'est pas le propos de ce soir. Si on discutait de la nature d'Israël et de la politique d'Israël, ça serait autre chose. Et peut-être d'ailleurs qu'on pourrait trouver des points communs, j'en sais rien. Bon, vous voyez, ça, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Bon. Donc, voilà, moi, je suis désolé, il y a deux lectures. Il y a la lecture que vous faites en disant il cible des gens. D'accord ? Mais quand Dieudonné il dit que maintenant il parle plus du terme juif parce que ça lui apporte plus d'emmerde qu'autre chose, il parle de sionisme. Excusez-moi. Hein, là, il me semble qu'il se cache. Hein, parce que quand il parle de sionisme et d'antisionisme, il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? Une attaque contre qui? Contre les juifs, pas l'État d'Israël. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand il disait les juifs, c'était mal interprété parce qu'on disait qu'il pouvait éventuellement attaquer tous les juifs du quotidien. Parce qu'il avait des emmerdes, il était traîné en justice. C'est parce qu'il était traîné en justice. Cette idéologie dégueulasse, mondialiste, qui prend les gens pour de la merde, qui manipule le combat anti-racisme pour monter les Français les uns contre les autres. Voilà ce qu'il dénonce. Et ça se fait en dénonçant des personnalités. C'est plus compliqué que ça, si vous voulez, mon avis. Hein. J'ai jamais dit non plus qu'il y avait une ressemblance et un trait d'union entre Soral et les nazis. Hein. Voilà. Je ne sais pas où des gens ont entendu ça, mais il ne faut pas mélanger. Hein. Ça n'a strictement rien. C'est comme si vous traitiez Marine Le Pen de nazi, c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire. Eh ben, je suis désolé, il en a fait partie. Bon. Il en a fait partie. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis, et du coup, tout le monde ne peut pas participer à cette discussion, et c'est un peu dommage. Je suis, ce courant rouge-brun, il se revendique. Bon, ceux qui défendent les nationaux-bolcheviques en Russie, c'est qui? Et qu'est-ce qui prône les nationaux-bolcheviques en Russie? Ah, bah oui, c'est une bonne question. Je ne veux pas faire d'honneur de leçon, mais il faudrait peut-être aussi aller voir ce qu'ils racontent. Voilà. Donc, quand je balance des trucs, c'est parce que, effectivement, je suis allé voir, et c'est mon boulot. Tout simplement, c'est mon boulot. Bon, ça a été ma raison d'être, et je suis enseignant et je suis chercheur. Je suis plus enseignant, je suis en retraite, mais je fais toujours des recherches. Voilà. C'est tout simplement comme ça. Hein. Alors que, effectivement, la lecture, bah, heureusement, il recommande de lire. Moi, je ne vais pas critiquer Soral quand il recommande de lire. Je pourrais peut-être critiquer la liste de bouquins qu'il peut vous citer, s'il en cite une, mais je ne vais pas dire aux gens, lisez pas. Il faut être dernier des branquignoles pour raconter ça. Surtout que vous demandez à un enseignant qui dise à des gens de ne pas lire. C'est forte celle-là quand même. Hein. Écoutez, moi je veux bien discuter, mais il y a des moments où il faut avoir une certaine logique. Hein. Quand on parle de Mishia, mais il y a belle lurette que Mishia, il a tordu le cou, il a rompu avec tout ce qui pouvait être un semblant d'idéologie marxiste. Il y a belle lurette. Bah oui. Eh oui. Non. Alors après, ça sera un autre débat. Qu'est-ce qu'on met derrière le marxisme? Qu'est-ce qu'on met derrière le sionisme? C'est un autre débat, ça. Hein? Donc, tout ça, ça demande effectivement à être approfondi et à pas lancer des trucs, voir la trajectoire des gens.
pourriez toujours m'expliquer aussi qu'à un moment donné, quelqu'un a été marxiste, il n'y est plus, mais qui est toujours. Est-ce que Garodi a toujours été marxiste? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Qu'à un moment donné, il a pris ses distances pour des raisons qui étaient les siennes. Hein. Voilà. Alors, on pourrait dire, oui, mais attendez, vous dites qu'il est anti-marxiste et il cite machin et machin. Mais c'est des gens qui sont cités, ce sont des gens qui ont rompu, qui ont évolué dans leur pensée dans un sens ou dans un autre. C'est ça le truc. C'est pas autre chose. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il y a des questions, parce que je ne vais pas non plus prendre la tête à tout le monde. Juste, pour vous donner un ordre d'idée, donc il est 22h20, on a 1, 2, 3, 4, 5, 10 interventions. Bah ça va. Ok. Donc si on pouvait s'écouter, arrêter de hurler, machin, et puis... C'est longtemps qu'il attend. Comment oui, pardon. L'heure, c'est ça le but. L'heure de fin, il faut qu'on soit parti, tout le monde, à 23h. Voilà. Donc, on va pas... Alors, bonjour à tous. Moi, je voulais parler un petit peu de Dieudonné et des médias. Donc, personnellement, j'ai commencé à connaître Dieudonné il y a 2 ans autour de tout ce tapage médiatique auquel il était lié. Et à force de nous rabâcher toujours la même chose dans les médias, que Dieudonné était un antisémite, quelqu'un d'infréquentable, je commençais moi-même par y croire. Et un jour, j'ai décidé de vérifier moi-même avec des sources de médias non conventionnels, on va dire, si vraiment on pouvait le considérer comme antisémite, xénophobe. Et puis petit à petit, je commençais à prendre parti pour lui, je commençais à ne plus du tout croire dans la véracité de ce que pouvaient dire les médias. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à venir à ce débat, c'est cette affichette qui représente Dieudonné Soral avec ce petit symbole qu'on leur fête aujourd'hui. Et on a beaucoup entendu parler ces derniers temps dans les médias de cette fameuse quenelle. On a eu droit à beaucoup de significations différentes. Donc, Dieudonné dans ses spectacles, pour information, c'est quenelle, il évite quand il fait un tacle à quelqu'un dans ses spectacles, quand il s'attaque à des gens qui descendent souvent dans les médias. Quand il glisse un petit tacle, il accompagne ce petit tacle, cette petite blague de ce signe-là. Et petit à petit, c'est devenu sa marque de fabrique dans les médias, sur les réseaux sociaux. C'était une marque de soutien à Dieudonné. Et on a vu de plus en plus ces gestes apparaître dans les médias. Et les médias s'en sont insurgés, notamment sur le Petit Journal. Et il y a un journaliste, M. Bourdin d'ailleurs, qui a assimilé ce geste à un salut nazi à l'envers, un geste antisémite. Enfin, je trouve ça quand même assez grave comme propos. Quand on est journaliste, on est censé être un peu objectif dans ce qu'on dit, de pouvoir transformer à ce point-là quelque chose qui est une blague, une boutade, en signe nazi. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est vraiment la propagande unanime des médias contre Dieudonné, et personne se réveille, on dirait personne n'est choqué par cette propagande médiatique. Et je trouve ça même choquant de surfer sur cette propagande médiatique. Et je trouve ça diffamatoire de continuer de surfer sur Dieudonné est antisémite, regardez, c'est quenelle, c'est encore des saluts nazis. Je trouve ça diffamatoire, tout simplement. Je n'en sais rien, je m'en fous. Ce qu'il faut savoir, c'est la symbolique. La symbolique, c'est
définie par Dieudonné comme un bras d'honneur contre le système. Concrètement, c'est ça. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui l'utilisent ne savent pas forcément par qui c'est utilisé, mais ce qui est intéressant à savoir, quand même, c'est de savoir contre quel système Dieudonné l'utilise. Et là, monsieur Gauthier l'a très bien fait, hein, je veux dire, contre le système dominé par les Juifs et les Israéliens, le complot américano-sioniste et compagnie. Donc, je veux dire, et donc, pour moi, reprendre ce genre de gestuelle, mais sans être antisémite, je suis pas en train de dire que quelqu'un qui reprend ça est antisémite. Mais on ne reprend pas cette gestuelle quand on sait ce qu'elle désigne, quand on sait contre quel système, comme il le définit, en tout cas Dieudonné fait un pardonneur, on ne reprend pas son symbole. Ça, c'est mon avis. Donc maintenant, je vais surtout, je vais être rapide sur, parler d'autre chose, plutôt que l'idéologie. C'est aussi une question qui est quand même très importante. Bon, je tire sur table, je ne suis pas du tout du côté de Dieudonné sur le rassemblement. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que des personnes sont de plus en plus amenées à les connaître, à les écouter, et à finalement se ranger de leur côté. Parce que l'idéologie, c'est très bien, hein, d'en parler, mais ce qui est le point central avec ces deux personnages, c'est surtout la façon dont ils ont pu se répandre. Et donc là, c'est par le biais surtout d'Internet. Ce qui est très intéressant, c'est que comment ils communiquent, on a leur site, on a les éditions, notamment Contre-Culture autour de Alain Soral, qui vendent donc des livres qui vont dans la continuité de sa pensée. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est le format même des vidéos. C'est-à-dire, on a Alain Soral, ou Dieudonné d'ailleurs, qui est face caméra, ambiance détendue, et qui nous parle pendant, ça peut être des vidéos de 5 minutes comme jusqu'à une demi-heure, et qui va nous parler sur un sujet ou sur plusieurs sujets pour nous déballer leur pensée. Alors, il parle vite, il nous sort des références souvent mal digérées de divers penseurs, ce qui leur ajoute une légitimité au niveau de leur pensée. Je veux dire, c'est bien, hein, quand on est en train de parler et qu'on invoque, oui, Hegel, il est en train de dire ça, Hegel, le philosophe, ça fait bien. Je veux dire, on se dit, oh là là, le gars, il sait de quoi il parle, il a lu des livres, c'est excellent. Pour le temps, on ne prend pas forcément le temps, c'est normal, hein, je veux dire, on ne prend pas forcément le temps d'aller lire Hegel derrière pour voir si Alain Soral, il a bien utilisé la référence ou s'il a dit un tel. Et donc, pour moi, ce que ça peut marquer, parce qu'on voit le nombre de personnes qui ont visionné ces vidéos, il y en a plusieurs qui disent que voilà, c'est comme ça que c'est fait. On dit que dans les médias, en tout cas exactement, qui sont, on ne déballe pas exactement du système, hein, on rappelle simplement des condamnations de Dieudonné qui ont été condamnées pour antisémitisme, on ne dit pas que Dieudonné est infréquentable, ça c'est une déduction, mais c'est pas faux. Donc on entend dire partout qu'ils sont infréquentables, et du coup on a la curiosité d'aller les écouter, c'est très bien. Problème étant que donc, on se laisse envelopper par leur discours, je ne vais pas détailler là-dessus de toute façon, mais pour moi ça marque la défaite idéologique de certaines franges politiques qui sont également dans la critique ce qu'on va désigner sous le nom générique d'un système, c'est-à-dire toutes les franges des gauches radicales, des gauches altermondialistes, anticapitalistes, sont pour moi beaucoup trop peu présentes sur ce type de médias. Et pendant que l'extrême droite, elle, a pu s'implanter extrêmement vite et extrêmement bien sur Internet. On a beaucoup de sites avec des tendances nationalistes qui se répandent. Leurs articles tournent très bien, parce que c'est vrai qu'ils sont des titres très accrocheurs. Hein, je veux dire, quand on compile sur un site comme Français de souche, François de souche, histoire de ne pas se faire griller, mais c'est très clair. Quand on a un site qui compile des dizaines d'articles pour montrer, je veux dire, des agressions dans des banlieues, etc., et qu'on lit tout ça, on se dit, oh putain, c'est vrai que les Arabes dans les banlieues, quand même, ils foutent la merde. Donc c'est très efficace. L'extrême droite a su s'implanter très vite et très bien sur les sites. Je dirais qu'ils font ici à voir par exemple les commentaires sur les sites d'information. On prend le temps de recouper, on voit que c'est souvent les mêmes esprits. Hein, les personnes postent sous des pseudos différents, mais on voit que c'est la même personne grâce à l'adresse IP. On se rend compte qu'en fait, ils vont poster des commentaires par dizaines et ils donnent donc l'impression qu'ils sont énormément. Ça leur donne une légitimité en plus. Et donc pour remédier partiellement à ça, parce que c'est certainement pas la seule cause qui a fait que Dieudonné, Soral et les autres penseurs de leur galaxie, hein, ils sont plus nombreux ça, on puisse répondre, c'est, je pense que pour essayer d'endiguer ce phénomène, il faudrait que les partis politiques, ou même les mouvements, pas seulement les partis, se réapproprient Internet et essaient d'occuper un nouveau terrain. Alors, parce que j'ai pu voir des vidéos, alors par exemple, hein, quel que soit le sujet du front de gauche,
qui a pu être dit. Merci pour le micro. Déjà sur cette histoire d'affiche, donc il y a eu beaucoup de critiques. On l'a vu déjà sur le site d'égalité et réconciliation. Ce que je vois déjà, c'est qu'elle a fait venir pas mal de monde, donc j'en suis assez heureux finalement, puisque on l'aurait fait tout bidon. Et ben, finalement, il y a un paquet de gens qui seraient pas venus et ce débat aurait peut-être pas eu autant de contenu ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on s'est permis de mettre que Dieudonné, comme Soral, bon, Soral colonialiste, je vous cite juste une petite phrase. Les seules choses qui tiennent encore debout en Algérie, désolé, c'est encore sorti de son contexte, j'imagine, mais bon. Les seules choses qui tiennent encore debout en Algérie, infrastructure, urbanisme, sont celles que la France coloniale y a construites. Belle preuve d'anticolonialisme. Me semble-t-il, ce brave Dieudonné, quand il va avec Alain Soral chercher de la maille en Syrie ou en Iran pour sa liste antisioniste aux européennes de 2009, il me semble qu'il a rarement tenu un discours pour dire aux représentants du gouvernement iranien, du gouvernement syrien, qu'il faudrait peut-être qu'il laisse les Kurdes tranquilles un petit peu. Hein, est-ce qu'il a un discours anti-impérialiste quand il va soutenir ces régimes autoritaires? Les impérialistes, c'est qui? C'est pas les Américains? Alors, me semble-t-il que les Américains sont impérialistes. Les Américains sont impérialistes, la France est impérialiste, l'Angleterre est impérialiste, l'Iran est impérialiste, la Syrie est impérialiste. Ce n'est pas parce qu'on rentre sur le débat, sur ce débat-là spécifiquement, qu'on pense que les États-Unis ont bien raison d'être contre l'Iran. Loin de là notre idée. On aurait pu, et on fera des débats sur la France-Afrique, c'est à venir, on fera des débats sur le fait comment les États-Unis ont mis en place des dictatures en Amérique du Sud. On pourrait en faire plein des débats là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on a eu juste l'impression que ce qui faisait le buzz sur Internet en ce moment, bah, c'était plutôt Soral et Dieudonné. Voilà, donc on a voulu mettre les pieds dans le plat. On a voulu mettre les pieds dans le plat pour qu'on puisse en discuter, parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de gens qui suivent ces deux personnes qui, on l'a déjà dit, sont dans une sorte de méli-mélo idéologique. Et je terminerai sur deux points. La rencontre de Dieudonné avec Serge Ayoub, notamment le fait qu'il ait des acquaintances avec Frédéric Chatillon, me semble-t-il que c'est quand même, quand ces personnes se disent, dans encore une vidéo qui est passée sur YouTube, nous avons un ennemi commun. Il, entre guillemets, personne n'est jamais cité. Mais qui est cet ennemi commun? Serge Ayoub, chef de file de Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, groupe affilié à Blue Danone, une organisation néo-nazie à l'échelle internationale. Qui est cet ennemi commun? J'aimerais bien le connaître. Et pour finir, ce fameux pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une nouvelle frange de l'extrême droite beaucoup trop écoutée à notre goût, sans même parler du méli-mélo idéologique dont on a déjà discuté, le fait que Soral, comme Dieudonné, on appelle à une réconciliation nationale des chrétiens et des musulmans de France. Il me semble que c'est quand même assez nouveau dans l'idéologie d'extrême droite française, plutôt catholique, intégriste, traditionnaliste, et que, au nom des valeurs communes du christianisme et de l'islamisme. Bon, très bien, mais derrière ça, qu'est-ce qu'on entend par réconciliation nationale? Il me semble que ce terme, c'est un terme qui a notamment été utilisé par un certain Pétain, la réconciliation nationale. Alors vous allez dire que c'est encore, qu'on rentre encore dans des caricatures, etc. Mais qu'est-ce que derrière vous il y a avec une réconciliation nationale? Est-ce qu'il n'y a pas une idéologie nationaliste justement derrière? Est-ce que pour vous c'est internationaliste de parler de réconciliation nationale? Est-ce que pour vous c'est anti-impérialiste de parler de réconciliation nationale? Non mais juste, c'est ça moi qui m'intéresse. Et pourquoi est-ce qu'il dit réunir, réconcilier les chrétiens et les musulmans de France? Mais pourquoi pas tout le monde finalement en France? Et pourquoi pas les patrons et la classe ouvrière, etc. Donc moi c'est juste ce méli-mélo idéologique, j'aime bien qu'on en discute, qu'on le mette en avant et qu'on puisse effectivement en débattre. On a plein de monde qui n'a pas encore parlé. Désolé. Bonsoir. Déjà, je voulais répondre à la personne qui a pris la parole précédemment pour lui répondre à l'interrogation. Samuel Hill, je pense que c'est des sionistes, c'est évident, parce que j'ai vu la même vidéo dont tu parles. Donc, vous avez beaucoup parlé de Soral et de Dieudonné. Personnellement, Soral, moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ça qui m'intéresse, mais par contre, Dieudonné, si. Et je me demandais par quel procédé magique, quel moyen on pouvait transformer un humoriste noir, franco-camerounais, anti-communautariste, anti-raciste, qui s'est même présenté au FN en 98, contre le FN à Grenoble, en antisémite, xénophobe, pas non plus que genre d'enfant, qui n'est pas mal. Moi, Dieudonné, je le connais bien, je l'ai rencontré 3 fois, je suis allé voir
fois à la main d'or, j'ai vu tous ces spectacles. Et franchement, si je vous parle de son public, par exemple, la première fois que je suis allé le voir en live, franchement, il y a vraiment toute la France. C'est une boîte de différentes couleurs. Il y a des noirs, des arabes, des blancs. Très bien partagé. Et franchement, il y a tout le monde. Et j'ai même rencontré des filles qui allaient voir Dieudonné. Donc je trouve que c'est un total contresens de traiter encore une fois d'antisémite. Et franchement, le disque est réglé, il va falloir vraiment changer de disque. Oui, je vais répondre. Alors, sur Dieudonné, pourquoi un noir? Je vous renvoie, moi, au propos de Louis Farrakhan. Hein. Il me semble qu'il est noir. Hein. Le patron de la nation de l'islam aux États-Unis, Louis Farrakhan, il me semble bien qu'il est noir. D'accord? Il me semble bien qu'il est raciste et qu'il est antisémite. Louis Farrakhan, c'est le patron de la nation de l'islam, c'est-à-dire qu'il y a un courant important aux États-Unis. Moi je veux bien que ce soit un débat, mais alors excusez-moi, laissez-moi. Non, c'est bon, laissez-moi terminer quand même. Ok, hein, voilà. Donc effectivement, on peut très bien être. C'est pas une question de couleur de peau, hein, c'est une question de ce qu'on a dans la tête et d'idéologie qu'on développe. Ce qui est différent. C'est ce qui est différent, c'est ça que je veux dire moi. C'est pas un problème de couleur de peau, c'est pas parce que Dieudonné il est noir que si ou ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Hein. Je vous ai expliqué comment effectivement d'une prise de position il en était passé à une autre. C'est son chemin idéologique à lui. Mais c'est pas parce qu'il est noir, jaune, vert, ou ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. Pour moi. Je vous le dis, hein, ça n'a strictement rien à voir. Puisque vous avez des noirs qui développent ce type de position. Hein. Je vous renvoie donc aux États-Unis. La nation de l'islam, d'où a été, à laquelle appartenait à un moment donné un certain Cassius Clay alias Mohamed Ali, c'est quand même quelque chose de. Si on regarde la trajectoire de ce bonhomme, on sait qu'il a appartenu à ce groupe-là, donc on peut aller dire tiens, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout simplement. Vous voyez, c'est de la curiosité intellectuelle, c'est tout ce que je veux dire. Quand on a une démarche intellectuelle pour aller voir ce que raconte Dieudonné et Soral, si on cite quelqu'un, je pars du principe qu'on peut avoir, je ne vous donne pas de leçon, j'explique un truc, une démarche pour aller voir ce que chantent des Noirs américains, par exemple, qui développent certaines idées. Bon. Alors que la nation de l'islam soit communautariste, je suis d'accord avec vous. Là-dessus, oui, il n'y a pas photo. C'était même l'essence même, si vous voulez, de ce groupe quand il s'est développé. Là-dessus, oui. Hein. Mais moi, Dieudonné antisémite, je suis désolé. Hein, qui est-ce qui, dans ses vidéos, emploie le terme de youpin? Qu'est-ce que c'est qu'un youpin? Hein? Je vous renvoie, moi, à la bande dessinée publiée pendant la guerre, Les aventures de Youpino. Qu'est-ce qu'il faisait, Youpino? Eh bien, si on dit que le petit maghrébin, il empêche les gens de bouffer leurs 4 heures pendant le ramadan, Youpino, il piquait le pain au chocolat à ses petits copains pendant la récréation. Voilà. Hein, bon. Donc, c'est tout. Qui est-ce qui a employé les termes de Youpin? C'est Rebatté, c'est Céline. Et pourquoi il reprend cette thématique-là? C'est un mot qui, moi, je pensais, heureusement, avait disparu complètement du paysage politique. Bon. Et bien, visiblement, il y en a certains qui sont chargés de le réintroduire. Je ne trouve pas que ce soit une très bonne chose. Franchement, ça ne fait pas vraiment avancer le débat. Moi, ce que je trouve Alors, Dieudonné, pourquoi il a une écoute? C'est un paria. Il est considéré, il se présente comme un paria. Comme il se présente comme. Donc, la prime, elle est là. Hein. La prime, elle est à celui qui se présente comme quelqu'un qui est victime des médias, des biens. Le Pen a fait le même coup. Hein. Le Pen, vous l'écoutez, il y a un complot, il est victime des médias. C'est vieux comme le monde, cette affaire-là. Et donc, il y a une prime à celui qui, effectivement, développe ce genre de truc. Bon, j'ai jamais dit non plus que le coup de la quenelle, c'était un signe nazi déguisé. Hein. J'ai pas dit ça, moi. Donc, que ce soit clair. Hein. Donc, je serais plutôt les positions, je sais plus, les positions qu'il a développées sur, effectivement, comment je traduis ça. Mais j'ai jamais dit que parce qu'il fait ça, il n'ose pas faire ça. Hein. Ce serait bien clair aussi. Non. Et pour moi, Dieudonné, je trouve que le film qu'il a fait où il est déguisé en SS noir, on fait mieux pour aller à un bal masqué.
c'est d'une légèreté aérienne aussi. Et quand il y a un psychiatre qui traite de juifs et compagnie, ça c'est sur Internet. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc voilà, moi ce que je trouve. Alors l'article du Monde diplomatique, je trouve qu'il est assez bien fait. Évidemment, il y a des gens à la salle qui vont trouver qu'il n'est pas très bien fait. Moi ce que je trouve de dramatique, de grave, hein, dans cette question-là, sur Dieudonné, hein, c'est quand Dieudonné, effectivement, il n'emploie plus le terme de juif, mais sioniste, et qu'il fait, à mon avis, un amalgame, hein, non pas avec la direction de l'État d'Israël, qu'on peut critiquer et qui est critiquable, mais peuple juif égale sioniste. Pour moi, c'est grave parce que c'est dans ma tête la même démarche que ceux qui considèrent que derrière tout islamiste se cache un terroriste qui est une connerie monumentale. C'est la même démarche idéologique. Hein. Derrière n'importe quel juif se cache un sioniste et derrière n'importe quel musulman, hein, se cache un terroriste. C'est extrêmement grave de mettre ce verre dans le fruit parce qu'après on n'arrive plus à le sortir du fruit. Je n'ai pas dit que c'était ce qu'il disait, je dis que c'est la même démarche. Je ne sais pas, enfin j'ai l'impression de m'exprimer relativement clairement. Je n'ai pas dit que Dieudonné disait ça, je dis que c'est la même démarche idéologique. Ça paraît quand même relativement assez clair. J'ai jamais parlé de lobby, moi. S'il vous plaît, et les tours de parole, c'est la fin. Enfin, ça commence à être. Est-ce que vous m'avez entendu prononcer le terme de lobby? Bah non. S'il vous plaît. On reprend le cours, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ne demandez pas s'il y a un lobby auvergnat, allez demander Hortefeux, musulman ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas dans ma phraséologie, ce genre de truc. Bon, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'interventions? Je ne sais pas si on aura le temps de prendre tout le monde. Il y en a encore 5 au moins. Faites au plus court si. Alors, là, vas-y. C'est à toi? Non, bah oui, toi, tu retournes faire. Bah oui. On va parler d'emploi. Ça arrive. Bon, moi ce qui m'a dérangé dans le déroulé de cette soirée-là, c'est qu'on est parti sur un exposé d'un fond de ce qui constitue derrière les personnages qui sont là. Pour moi, c'est des têtes de gondole, et puis bon, après on va. Quand on reste sur les personnes elles-mêmes, on reste dans le superficiel. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dessous, ce qu'on peut analyser, ce qu'on peut posément, clairement se dire qu'est-ce qu'on peut trouver, nous en tant que citoyens, derrière ces paroles, les réactions qu'il peut y avoir, etc. Moi, je vais vous dire, le truc là de égalité, filiation, tout ça, ça me renvoie, alors moi, je suis assez vieux pour en parler, à ce que j'ai vu encore affiché quand j'étais gamin, qui datait de la guerre d'Algérie, et que je trouvais encore dans les trucs, parce que je suis né dans une famille d'extrême droite en plus, bon bref, c'était tout ce qui datait de la fin de la guerre d'Algérie, au moment où il y en a qui disaient, oui, français, musulmans, pour la France, l'Algérie dans la France, etc. Et en fait, c'est tout ce qui était mis en bleu en rouge, avec donc les bons arabes, les bons français, ceux qui allaient garder, etc. Bon. Les espèces d'univers comme ça, idéalisés, un peu le bisounours du nationalisme, où tout le monde est dans le même pays, qu'on est tous gentils, et il faut chercher où est-ce qu'il y a un méchant qui vient foutre le bordel là-dedans. Ça m'embête, clairement. Parce qu'on va toujours le trouver, le méchant. Et plus on va chercher les méchants, plus on va réduire le groupe, comme ça, national, plus on va. Et puis on va toujours. Et finalement, on va se retrouver à deux, effectivement, il y en a toujours un qui sera le méchant. Au lieu d'essayer de trouver les moyens de vivre ensemble de manière à la fois individuelle et collective, quand on se positionne dans une société en tant qu'individu libre et conscient, pour arriver à une société équilibrée, le moins bordélique possible, le moins injuste possible, on cherche toujours à cristalliser des oppositions et à dessiner des clans. Le fait qu'il y en ait qui aient du génie ou du talent pour le faire ou pour l'écrire, moi je m'en fiche. C'est-à-dire, le talent n'a rien à voir avec le fond. On peut citer Céline. Céline est un écrivain qui manipule la langue française avec génie et qui a écrit des saloperies
Bon, c'est pas le seul. J'ai beaucoup lu Marcel Aimé quand j'étais gamin. J'ai été émerveillé par Marcel Aimé avant de découvrir que c'est ce qu'il avait écrit par ailleurs. Bon, on peut y aller à l'infini là-dessus. Simplement, derrière nous, en tant que citoyens, comment on peut analyser ce qui est dit là-dedans et comment on peut nous se positionner. Ça me paraît être la seule question qui est intéressante. Après que les gens s'expriment sur Internet, aujourd'hui c'est eux, après ce sera d'autres, m'en fous. Cool. Et ben, c'est à toi. Bonsoir. Merci pour le débat. C'est un principe de démocratie, tout ça. Après, exprimer ses idéaux, c'est un symbole de liberté. Essayer de convaincre les autres de son opinion, je crois qu'on atteint un petit peu la liberté. Une des troisièmes valeurs de la France, c'est la fraternité, donc apprendre à vivre ensemble et apprendre à s'écouter. Et moi-même, ce n'est pas une inégalité. J'essaie de la développer toutefois. Il y a beaucoup de débats sur la montée du racisme, l'antisémitisme. Il y a aussi l'Université populaire de Caen qui traite assez bien le sujet avec Michel Onfray, c'est gratuit. La moyenne d'âge est à peu près 30 ans supérieure à ici, et je vous invite tous à y aller parce que c'est assez intéressant et je crois que du débat, plus que faire émerger une polémique, c'est bien de faire émerger une réflexion. Et moi je suis un petit peu dedans. Donc j'avais envie de partager avec vous ce soir ma réflexion, c'est pour qui, pourquoi Israël. Donc j'ai eu la chance d'y aller, j'ai eu la chance de travailler pour des multinationales internationales. La France, elle ne s'arrête pas aux frontières. La France, elle existe de par ses territoires d'outre-mer, ses départements d'outre-mer et ses multinationales. Pour en revenir au code noir, au cours de mes recherches, il y a quelque chose d'assez intéressant que je vous invite à aller voir. C'est la contre-histoire de la France d'outre-mer qui a été diffusée sur France O et qui est assez facile à trouver sur Internet. J'ai pas été chercher des sources pour savoir si c'était des sionistes qui étaient derrière tout ça ou la théorie du complot. Entre la théorie du complot, je m'intéresse à pour qui, pourquoi Israël, parce que je suis tombé sur un texte qui traitait de Gibraltar, sur Guillaume II, un petit peu avant la guerre de 14, qui s'était fâché avec les Français et les Anglais qui étaient au Maroc. Le roi du Maroc avait 10 ans à l'époque, et face à la puissance de la France au Maroc, les Anglais se sont vexés et les Français ont cédé Gibraltar. Gibraltar, canal de Suez, de Lesseps, un Français, pour raccourcir la route des Indes. Donc là, il s'agit bien du commerce vers l'Inde et vers la Chine. Gibraltar, la maîtrise de Gibraltar, c'est pour la logistique, ce qui m'intéresse, c'est le commerce du pétrole aujourd'hui, mais c'est le commerce un petit peu plus tôt. Donc, quelle est l'emprise de la France par rapport à la théorie du complot, à remonter à l'histoire, avant que les États-Unis, avant qu'Israël, il y avait de grandes batailles entre la France et la Grande-Bretagne. Et si oui, c'est la Grande-Bretagne qui a construit Israël avec Benjamin Disraeli, qui était Premier ministre dans les années 1800, qui a été très influent, certes, l'argent, l'or, il était en Suisse. Les traités, ils ont été faits entre les Français, ça a été fait par Napoléon. Donc, moi, ce que j'invite, c'est les gens à aller vers la fraternité, à aller vers la recherche, à s'instruire, à nourrir un débat et à accepter les uns les autres. Pour ce qui est de Dieudonné, c'est vrai qu'il n'est pas jeu de rôle. Pour ce qui est des juifs, des sionistes, voilà. Il y aura chacun penser ce qu'il veut. Au revoir. Merci. À toi au chapeau là. Vraiment très très succinctement, ça va pas en même temps. On a un camarade là-bas qui a parlé, enfin qui dit qu'il ne fallait pas tomber dans l'idéologie, notamment l'idéologie du casetage. Je suis tout à fait d'accord. Je ne vais pas faire de l'antisoralisme primaire ou du pro-sionisme, tout ce que vous voulez. Simplement, le fonds de commerce de Soral, c'est quand même un complotisme, et ça, si c'est pas une idéologie, et ben je ne connais pas. Deuxième chose, sur l'humour. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, hein, c'est la phrase de Desproges, pour le retour, oui, mais pas avec tout le monde. Que son public soit de la blanqueur, c'est une chose, qu'il fasse monter Forisson, qu'il se marre avec lui, qu'il se marre avec Soral, ça c'est un autre débat, c'est une autre chose. Ensuite, pour répondre à la jeune fille, là, en quoi
la couleur de Dieudonné l'empêcherait-il d'être colonialiste? Ça, j'ai du mal à comprendre. Ça n'a rien à voir. Alors là... L'argent des dictatures africaines. S'il vous plaît. Troisième chose. Comment Dieudonné a viré antisioniste, etc. Bon, ça c'est lui qu'il faut le demander. Dernière chose. Pour ce qui est de l'humour, effectivement, il y a la question du talent, mais aussi la question de ce qu'on dit. Desproges, pour ne citer que lui, il a été cité un peu plus tôt, Desproges tapait sur tout le monde sans exclusivité, y compris sa propre personne. Dieudonné en est très loin. Voilà, merci. J'interviens tardivement, tu dis beaucoup de choses, des choses donc, que je peux trouver intéressantes, des choses qui semblent parfois très ambiguës, je vais tellement passer, et des choses qui me révulsent, quoi, qui me font parfois aussi un peu frissonner. Je vais essayer de faire les choses par petites touches. Parce qu'il serait franco-camerounais, Dieudonné ne pourrait pas être colonialiste. Alors je ne sais pas s'il est colonialiste, mais à mon avis, il n'est pas très anticolonialiste. Parce qu'un anticolonialiste digne, il n'irait pas fricoter avec la famille Le Pen, qui a touché du pognon d'un certain nombre de dictateurs africains pour financer ses campagnes électorales. Il n'irait pas fricoter avec le Front National, où on trouve tout un ramassis de partisans de l'Algérie française, monsieur et madame, tout un tas de partisans de l'OAS, tout un tas de mecs qui ont passé des années après avoir fait leur armée en France à rendre des services, monnayer, les armes à la main pour établir des dictatures, faire des coups fourrés, réprimer des révoltes populaires, etc. Quand on est un anticolonialiste digne, on ne va pas fricoter avec la famille Le Pen. Ça me semblerait déjà un minimum. Ensuite, le fait qu'il soit noir, effectivement, ça ne veut rien dire. Le racisme, il est extrêmement partagé. Il y a des noirs qui haïssent les asiatiques, des asiatiques qui haïssent les blancs, etc. Ça, on le voit partout. Et s'il y a bien un racisme qui est partagé, c'est bien l'antisémitisme. La haine du juif, ça c'est quelque chose de relativement consensuel, malheureusement. Juste un truc, quoi. Effectivement, ça a été dit, Nation of Islam. Dans les années 80, un certain nombre de gens qui se réclament d'un certain islam, qui n'est pas forcément l'islam de tout le monde, ont dit qu'ils sont racistes anti-blancs, racistes antisémites, etc. Ils ont même été jusqu'à rencontrer des leaders néo-nazis américains. Et ils se sont dit un jour, s'il y a une guerre mondiale, si le gouvernement s'effondre, allez, on se prend une carte. Ça c'est pour vous les blancs, et ça c'est pour nous les noirs. Et les juifs, on fera la paix. Voilà. Ça ne les empêche pas. Il y a des gens en France, quoi, comme Kenny Seba, qui sont des blacks, alors blacks de chez black, qui passent leur temps à fricoter et à lécher le cul de nazis. Et ils montent des mouvements d'années d'impérialisme, etc. En allant lécher le cul de nazis, de nationalistes français, qui sont là, qui applaudissent à l'armée française, à toutes les saloperies qu'elle fait. Il y a beaucoup de confusion. Et la confusion, elle est entretenue. Je veux dire, ce type-là, Soral, Dieudonné, qu'est-ce qu'ils veulent? Je suis particulièrement Soral. Mais égalité et réconciliation. On est tous égaux, mais bien sûr, on est déjà tous censés être égaux. Est-ce qu'on l'est en réalité? Réconciliation entre qui? Entre musulmans de France, catholiques de France, athées de France, tous réunis, main dans la main, derrière le même beau drapeau, derrière le même bel État, derrière une classe politique, être unis, patrons, ouvriers, hein? Mais on n'a pas les mêmes intérêts. Moi, j'ai pas les mêmes intérêts qu'un grand patron, j'ai pas les mêmes intérêts qu'un politicien, j'ai pas les mêmes intérêts que quelqu'un qui est médiatique, qui soit musulman, blanc, noir, athée ou quoi, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est un exploiteur, c'est un dominant, et je les combats. Et je ne vais pas chercher s'il s'appelle Lévy, je ne vais pas chercher si son nom se termine en Stein. Parce que pour moi, c'est pas ça la question. La question, c'est celle du capitalisme, de la domination étatique. Masculine, la domination Mais aussi masculine. masculine. Je réponds à quelques personnes qui semblaient avoir quand même pas mal de problèmes avec certains noms à consonance juive. Et après, c'est des gens pour qui j'ai aucune sympathie. Mais le problème, il n'est pas là. C'est ce bourret de combat. Voilà quoi. Et il y a beaucoup de bouillie qui est véhiculée par ces mouvements-là, Soral, Dieudonné, etc. Alors soit on pense qu'ils sont stupides, qu'ils font n'importe quoi comme ça, qu'ils surfent, soit ils
sont pas complètement stupides et ils savent à peu près ce qu'ils font. Et ils mélangent les cartes, et ils mélangent un peu de gauche, un peu de droite, un peu de pseudo-anticolonialisme, un peu de pseudo-antiracisme, un peu de tout ça, un peu de nationalisme, un peu de patriotisme, un peu de militarisme, et hop, on brasse, et on ramasse, et on essaie de faire partager un certain nombre de choses. Une certaine haine du juif, après moi je suis extrêmement critique sur la politique israélienne, etc. Mais après c'est aussi une question, voilà. Mais voilà, répondre à la haine du juif. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir regarder ces spectacles, faire venir Forisson, merde. Faire venir Forisson sur un truc, allez, on l'applaudit bien fort. Voilà. Et il se prétend quoi? Défenseur de la liberté de parole, il va toucher du pognon en Iran. En Iran, il y a à peine un an, ils ont exécuté par dizaines de gens. Ils occupent militairement le Kurdistan. Ils financent le Hezbollah libanais. Ils interviennent dans les affaires intérieures de l'Irak. Je veux dire, voilà, c'est de l'impérialisme aussi. Et ce type-là, il serait anti-impérialiste. Voilà. Mais le Parti socialiste, c'est la merde. Voilà. Je me suis pas... Mais il y en a marre de cette discussion. Alors la dernière intervention que j'ai faite tout à l'heure, il y en a eu plein d'autres après, j'ai eu plein de demandes, mais je ne peux pas prendre tout le monde et il va falloir qu'on fait en 3 minutes, donc s'il te plaît, la dernière personne, est-ce que tu peux faire vite? Merci. Merci. Je vais rejoindre un petit peu ce que vient de dire mon camarade. Il est certain qu'on peut estimer que le discours émis par Soral et Dieudonné est en un certain point séduisant. Je suis altermondialiste. Je suis pour lutter contre l'oppression des peuples. Je suis contre le capitalisme. Je suis contre l'impérialisme. Mais je peux vous assurer que je connais d'autres moyens bien plus efficaces qui ont bien fait leur preuve de lutter contre tout ce que je viens d'énumérer. Il y a des mouvements, des formations politiques et syndicales, l'anarchisme, le communisme, le syndicalisme, qui font leur preuve dans tous les mouvements historiques et qui ont permis de gagner des luttes. Et si aujourd'hui, M. Soral et M. Dieudonné revendiquent mener de telles luttes, ils adhèrent au mouvement que je viens d'énoncer. Ceci dit, je pense qu'ils ne partagent pas l'idéologie défendue par ces mouvements, qui est une idéologie de tolérance. Et c'est bien là la question finalement. Il y a un brouillage, et M. Gauthier l'a très bien marqué, il y a un brouillage. M. Soral et M. Dieudonné ne sont pas des gens qui n'ont pas d'idéologie, ils ont une idéologie. Et j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous, militants, est-ce que vous, citoyens, demain, vous choisirez comme parrain de votre enfant M. Le Pen? Mais est-ce que... Si, parce que c'est ça la question. Bien sûr que si. Est-ce que M. Soral, il a été quand même directeur de communication du Front National? Est-ce que demain... Oui, bien sûr. S'il vous plaît. C'est pas un souci. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si le peuple se trompe en allant au Front National, je pense qu'on doit pas suivre le peuple. Heureusement. Mais est-ce que vous choisirez comme parrain de votre enfant, M. Le Pen? Est-ce que vous allez au Front National pour vous présenter en tant que directeur de communication de la campagne du Front National? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Si oui, vous êtes d'extrême droite. Et c'est pas un souci. Assumez-le. Assumez-le. Mais ne vous cachez pas derrière un discours altermondialiste, d'ouverture, de défense des peuples opprimés, certainement pas. Merci. Alors, nous allons devoir quitter la salle. Du coup, nous laissons la parole à M. Jean-Paul Gauthier. Merci en tout cas d'être venu à ce débat et cette conférence. Je voulais juste vous dire que le ton du débat prouve effectivement l'acuité de la question, que c'est pas une histoire d'amalgame ou je sais pas quoi, ou de bataille de slogans et autres. Il faut effectivement lire. Quelqu'un disait il faut lire. D'accord. Mais il faut tout lire. Ce que raconte M. Soral et ce que racontent les autres. Pour pouvoir arriver, après, vous faites votre tri, votre choix. C'est votre libre arbitre. Moi, voilà, point.
Je pense que c'est important. Je terminerai juste, oui, ceci c'est Dialogue de désaccordé entre Nolo et Soral aux éditions d'Alain Soral. Donc là, on ne peut pas m'accuser de faire de l'anti-Soral primaire. Ok? En vente libre, il y en a des piles à la FNAC et partout. Hein. Une question de Nolo, Soral répond. Moi je te réponds, il parle à Nolo, qu'en dehors de la Corée du Nord et de l'Iran actuel, c'est toute la planète qui est sous la domination d'Israël. Alors je vais jouer au tordu. Comme il soutient le régime syrien, je suppose que le régime syrien il est aussi sous la domination d'Israël. Ça c'est de la logique. Ça prouve la confusion idéologique du certain Soral. Et ça c'est là où vous ne pouvez pas dire que c'est pas vrai. Je vous donne même la page, c'est la page 126. Dites-moi que ça c'est vraiment une clarté idéologique, une clarté dans le raisonnement. Il y a deux États qui ne sont pas sous la domination sioniste, et un des États qui soutient, à savoir la Syrie, il doit être lui aussi sous la domination sioniste. C'est nouveau ça. Ça vient de sortir. Le dirigeant syrien, il est sous la domination des sionistes. Il y a des sionistes dans son gouvernement. Si la logique pouvait casser des briques, ça serait un champ de ruines dans la tête des Soral. Je le dis. Ah ouais, il y a du boulot pour les maçons. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ce truc-là? C'est d'ailleurs dommage que le débat soit Honnêtement. focalisé là-dessus et pas par exemple sur la misogynie ou l'homophobie de Soral et Dieudonné. Tout à fait. Par ça, merci. Mais comme je ne suis pas un dictateur, vous n'êtes pas obligé de lire mes livres. Hein. Merci à tous. Et nous, on n'existe pas en tant que femmes. On va s'arrêter là-dessus.